Lecture, un podcast de Thibaut Giraud et Nicolas Requeda. Comment commencer ? C'est la question que je me posais et à laquelle je viens de répondre en la posant. Et oui, trop tard pour changer d'avis, le silence est rompu, j'ai commencé. Et j'ai beau faire comme si ces mots m'étaient venus comme ça, sans y penser, innocemment, par pure inadvertance, personne n'est dupe, car les premiers mots qu'on écrit, même les plus anodins, sont toujours pesés, réfléchis, délibérés, choisis avec soin. On sait leur importance. Pour autant, je me suis rendu compte en préparant cet épisode que pour l'écrasante majorité des livres que j'aime, je ne garde en fait aucun souvenir précis de la première page. Bien sûr, on connaît quelques fameux incipits comme l'Evening Routine de Proust, longtemps je me suis couché de bonne heure, tout ça. Ou au commencement était le verbe, ça aussi c'est pas mal. Mais est-ce que tu te souviens par exemple des premières lignes des Misérables ? C'est l'histoire de l'évêque. C'est pas très marquant, effectivement, c'est l'évêque et c'est assez inintéressant. C'est en 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard de 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Genre les 50 premières pages du livre parlent de cet évêque. J'adore Hugo, par ailleurs, on s'en rendra compte, on aura l'occasion, je pense. Je fais juste remarquer que les premiers mots ou les premières pages d'une œuvre inoubliable peuvent être en fait elles-mêmes relativement oubliables finalement. Mais donc aujourd'hui, on va se lire des premières pages un peu plus marquantes que ça, j'imagine. Car en effet, à la question « Comment commencer notre podcast ?» dont le principe sera de se lire, de se faire découvrir, de s'offrir des textes sur un thème donné et d'en discuter, eh bien donc j'ai pensé qu'il n'y aurait rien de plus convenable pour ce premier épisode que de commencer par les commencements. C'est une super idée que tu as eue, Thibaut, parce que si les commencements, j'ai l'impression, sont devenus aussi importants dans notre histoire de la littérature, c'est aussi parce que au XIXe siècle, on a la figure de l'auteur quand elle s'est imposée à travers l'idée de la singularité d'un geste d'écriture. Et j'ai l'impression que cette singularité, elle s'est beaucoup incarnée dans les débuts. Et alors qu'avant, on s'en foutait complètement des incipits. C'était pas du tout un moment vraiment important, en tout cas pour dire regardez qui je suis, etc. Et de l'autre côté, peut-être qu'en tant que lecteur aussi, nos incipits révèlent aussi qui nous sommes un peu. J'ai du mal à imaginer comment on pourrait commencer un livre et pas mettre beaucoup de soin dans les premiers mots, en particulier. Oui, mais les premiers mots sont peut-être pas le lieu où on va se singulariser le plus, se dire regardez comme je suis exceptionnel, etc. En tout cas, pas avant. En tout cas, avant le 19e, j'ai l'impression que c'est moins leur problème. Alors que plus on va avancer et plus là récemment, au 20e siècle par exemple, il faut voir les incipits qu'on se tape. Donc ouais, l'enjeu de ce podcast, ça va être de bavarder autour de textes qui nous plaisent, qui nous touche. Et on ne connaît pas les textes que l'autre a choisis. On choisit un thème commun au départ, c'est ça l'idée. Donc là, pour ce premier, j'ai choisi les commencements. J'ai choisi mes textes, 3 textes. T'as choisi 3 textes. On sait que c'est pas les mêmes, a priori, mais on ne sait pas lesquels ce sera. C'est la surprise pour l'un comme pour l'autre. Exactement. Tout le truc, ça va être de s'offrir un peu ces textes qui nous touchent, qui nous parlent, dans une sorte de grand festin de livres. Mon Dieu. Non, voilà. Et donc, comme premier texte, je commence avec un truc immense et qui, à mon avis, plaît à tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais pas prendre de risque. Avec La vie devant soi de Émile Ajar, alias Romain Gary, alias Roman Ketchev. Est-ce que tu as déjà lu La vie devant soi ? J'ai honte. Voilà, vous avez découvert, j'ai beaucoup de lacunes en littérature, malheureusement. Mais voilà, donc ça en fait partie. Et j'ai souvent eu la vérité de le lire. Eh ben, t'es un chanceux, puisque franchement, c'est le livre que je recommande un peu à tous les gens qui lisent pas beaucoup et qui aimeraient lire un truc qui plaît à tout le monde et qui est vraiment trop bien. Il y a un ventre mou au milieu de 12 pages. Et sinon, c'est une autoroute exceptionnelle. C'est vraiment trop bien. C'est bouleversant, c'est drôle, c'est malin, c'est trop bien. La vie devant soi. Alors, le fait est que, est-ce que je peux commencer à contextualiser la seule chose qu'on peut dire de La vie devant soi et qui est assez fou, c'est que Romain Gary avait déjà eu un prix Goncourt avec Les Racines du ciel un peu au début de sa carrière. Et puis, il est devenu un peu un écrivain un peu pépère. Enfin, c'est comme ça qu'il a été reçu par pas mal de monde au fur et à mesure, d'autant plus qu'il était très fan de Charles de Gaulle à un moment où fan de Gaulle, c'était un peu moins la classe. Et voilà, De Gaulle n'était pas très intéressé par Romain Gary, mais Gary avait voué un culte à ce type. Et donc, il a un peu une réputation finalement d'écrivain ok, mais un peu passé, quoi. Et il a pris ce pseudonyme, Émile Ajar. Il a envoyé son cousin pour aller sur les plateaux télé pour défendre le bouquin. Oui, il y a quelqu'un qui incarnait Émile Ajar. Exactement. Et donc, commençons. Donc, c'est avec ce livre où, sous pseudonyme, il acquiert pour la 2e fois le prix Goncourt. Lecture. La première chose que je peux vous dire,
c'est qu'on habitait au 6e à pied, et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle, et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans, et parfois ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages toute seule. Elle disait qu'un jour, elle allait mourir dans l'escalier. Et tous les mômes se mettaient à pleurer, parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais 6 ou 7 ans, ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien, et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit, et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste, et elle m'a expliqué que la famille, ça veut rien dire, et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres, et que chaque année, il y a 3000 chiens qui meurent ainsi privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux, et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde. Mais j'ai tout de suite pensé au mandat, et je suis parti en pleurant. Pendant longtemps, je n'ai pas su que j'étais arabe parce que personne ne m'insultait. On me l'a seulement appris à l'école. Mais je ne me battais jamais. Ça fait toujours mal quand on frappe quelqu'un. Lecture. C'est vrai que c'est beau. Juste, j'avais une incertitude sur le tout début. Je comprenais pas bien la phrase. C'était une vraie source de vie quotidienne. C'est très étrange. Je me demandais si t'avais pas fourché. Non, c'est bien ça. Une vraie source de vie quotidienne. Je me dis aussi, c'est une femme qui aurait mérité un ascenseur. C'est très marrant ce narrateur enfant. Alors ça n'a rien à voir, mais en ce moment, je lis les petits Nicolas à ma fille. Et c'est pareil, parce que c'est un narrateur qui doit avoir 5, 7, plutôt genre 7, 8 ans, je pense, et à peu près le même âge. Il y a un peu ce même essai de faire vraiment un narrateur qui a cet âge-là et qui parle un peu. Alors, c'est plus poussé dans le petit Nicolas, bien sûr, mais je trouve ça, c'est vrai que c'est tout de suite très touchant et c'est vrai que c'est une façon d'écrire qu'on s'autoriserait pas comme adulte, qui est vachement belle, quoi. Il y a une sorte d'innocence de façon très directe et parfois au contraire très contournée, genre de dire ce qu'il dit à la fin où je savais pas que j'étais arabe parce qu'on m'insultait pas, c'est seulement à l'école que je l'ai appris, ce qui est une façon implicite de dire ce qui s'est passé à son école. Et pareil, ça ferait peut-être un peu trop maniéré si c'était un adulte qui le disait, mais sous la plume d'un narrateur enfant, on a l'impression que je sais pas, c'est simplement sa façon naturelle de l'exprimer. Et il rend vachement bien ça, quoi. Ouais, carrément. Et quand tu dis oui, ça n'a rien à voir avec le petit Nicolas, ça a complètement à voir hein, dans la façon d'écrire. C'est le discours indirect libre on parle aux lycéens. Cette façon d'écrire où en gros on mélange un peu le narrateur quand il rapporte les discours, en fait, il les fait aussi siens. Enfin, il y a un truc où tout est un peu mélangé. Et tout le bouquin est un peu comme ça, et je trouve que dès le début, en fait, il arrive vraiment à instaurer cette tension entre un côté hyper tragique d'une vie dans des quartiers où c'est pas facile, où on va apprendre le passé de Madame Rosa qui est horrible, et son passé à lui. D'ailleurs, il le dit, oui, je sais pas si je vous l'ai dit, enfin, de toute façon, je dois vous le dire dès maintenant, j'ai pas été daté. J'ai pas été daté, ouais. C'est ouais. Et ça va avec dans ce grand mélange, il y a un peu le côté aussi mélanger une dimension très métaphysique sur la vie, où on va, la mort et tout, et des côtés très prosaïques. Alors, à chaque fois, on pleurait tous ensemble, parce que c'est comme ça qu'on fait quand les gens meurent, par réflexe. Oui. Ouais, c'est un beau mélange, ouais. Je connais pas du tout. Alors, est-ce que tout le roman est écrit dans ce... Ouais, en fait, l'ensemble du roman est écrit comme ça, avec un narrateur enfant. Exactement, avec la pensée, dans les pensées de Momo. Le roman va être une sorte de long déroulé de toutes les questions finalement qui sont posées dès le début, à savoir d'où vient Momo, pourquoi est-ce qu'il a été mis là. On va un peu rencontrer tous les personnages du quartier. Et puis, peu à peu, le mystère de Madame Rosa va peu à peu s'éclaircir, et on va un peu comprendre, on va mieux comprendre qui elle est, d'où elle vient. Elle porte avec elle un très lourd passé. Okay. Et toujours avec la légèreté et le drame. Et toute la démarche du roman va être de pousser au maximum la légèreté, et de l'autre côté, de pousser aussi au maximum le drame. En fait, plus on avance dans le roman, plus c'est drôle et plus c'est horrible à la fois. Et c'est ce qui fait que le livre, il est bouleversant et qu'il marque autant les gens, je pense. Et en plus, il est pas... Est-ce que c'est très long? Ouais, franchement, voilà, 300 petites pages.
Ouais, et dès le début, il pose cette vie, en fait. Tu as choisi ce début-là parce qu'il te semble vraiment bien résumer l'ensemble du livre. Exactement, mais plus que ça, même, c'est l'idée d'entrer dans une conversation. Il le dit à un moment, il dit « Oui, je sais pas si je vous le dis tout de suite, je peux pas vous dire juste parce que j'ai pas été, comme vous allez voir quand on se connaîtra mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine. » Ce pacte, on va dire, que tout livre fait avec le lecteur, en fait, lui, il le fait de façon extrêmement claire. En disant, voilà, écoutez-moi. C'est pas lisez-moi, c'est plutôt écoutez-moi. Et c'est l'idée quand on entre dans ce livre, on entre dans une sorte de conversation avec ce gamin. Et par la façon très imagée qu'il a de produire ce discours sur le monde, en fait, on va complètement entrer dans sa vie et rencontrer aussi à travers lui tout un tas de personnes. Ce qui fait d'ailleurs que le texte est pas facile à lire, aussi à voix haute. Il y a certains moments où on se dit, mais attends, est-ce que c'est Momo qui parle ou est-ce que c'est un autre personnage, etc. Et on voit vraiment les autres personnages, quoi, très rapidement. Il y a cette façon de croquer très vite, un peu tous les protagonistes qui est vraiment une des grandes richesses de ce bouquin et qu'on voit dès le début, quoi. C'est vrai que ça donne envie de lire la suite tout de suite, quoi. Peut-être faut que je m'y mette. Hein. Il y a tellement de livres à lire. Mais c'est le premier. Et toi, déjà, je vois que tu as apporté des trucs de 4000 pages. Je suis foutu. C'est parce que c'est un recueil, c'est pour ça. C'est marrant, j'avais pas du tout cette image-là du livre, d'ailleurs. Je crois que j'ai jamais lu de trucs de Romain Gary ni d'Émile Ajar. Et donc ça m'a beaucoup surpris, en fait, de retrouver ce... Je m'attendais à un truc beaucoup plus sérieux, en fait. Il y a un peu ces trucs-là, je trouve, avec les classiques en général, on va dire, où on s'imagine pas à quel point ça peut être drôle, enlevé. Je sais pas si c'est là, mais j'ai vu traîner un Hugo, ou en tout cas tu m'as dit que t'aimais beaucoup Hugo, donc j'imagine qu'à un moment il va y avoir du Hugo. Et ouais, on n'imagine pas à quel point ouais, ça peut vraiment être très drôle et très... Et on peut se marier, quoi. Je confirme. Donc voilà, premier extrait. Premier commencement. Qu'est-ce que tu m'as apporté de beau, toi, de ton côté? Alors, je sais pas dans quel ordre j'allais les faire. Je vais commencer par... Alors, c'est un recueil, donc c'est un recueil de plusieurs romans. Je vais faire l'incipit de Les Dépossédés d'Ursula Le Guin. Je dis Le Guin. Je sais que les Français aiment bien dire Le Guin, mais je crois qu'elle-même disait Le Guin. Et donc, je préfère dire comme elle le disait. Ça me paraît plus logique. Même si effectivement c'est un nom français, mais je crois que c'est un nom breton. Et je sais pas si en breton, du coup... Enfin bref. Et donc, je sais pas si tu connais un peu Ursula Le Guin. Non, je connais juste via ceux qui ont quitté Omélas. Ceux qui partent de Mélas. Que j'en ai entendu parler en cours de philo il y a des années. J'ai écouté évidemment ton livre audio extraordinaire. Avec ta traduction. Et oui. Exactement. Je me suis donné la tâche difficile de la traduire. Moi, j'adore Ursula Le Guin. Et c'est marrant, d'ailleurs, pendant longtemps, je connaissais juste Omélas, parce que j'en avais entendu Omelas, je sais pas comment dire. J'en avais entendu parler en cours de philo, c'est un grand classique d'expérience de pensée. Donc, c'est l'histoire d'une cité idéale dans laquelle, en fait, on ne sait pas trop pourquoi il y a un enfant qui est horriblement torturé en permanence et toute la joie, tout le côté idéal de la cité en question provient de cette souffrance-là. Donc, voilà, c'est une sorte d'expérience de pensée un peu abstraite. Et après, j'ai découvert sa fantaisie. J'ai lu les trucs de Terre-Mère qui, je trouve qu'elle a une plume hyper élégante. C'est vraiment un bonheur à lire. Et c'est marrant, sa plume telle que je la percevais dans ses œuvres de fantaisie, j'avais l'impression qu'elle ça irait mal avec la science-fiction. Et pendant longtemps, j'ai pas lu sa science-fiction pour cette raison-là, en me disant je risque d'être déçu, ça va être dommage. Et puis j'ai fini par m'y mettre. J'ai lu La main gauche de la nuit et Les Dépossédés, qui sont les deux grands classiques. Puis j'en ai lu plein d'autres après. Là d'ailleurs, ce bouquin, ça vient d'être édité il y a pas très longtemps. Il a l'air tout vieilli, mais c'est parce que je l'ai un peu manipulé. Mais il date de, je crois, cette année ou l'année dernière. Donc c'est le début de l'intégrale de ces œuvres de SF. Et dedans, il y a La main gauche de la nuit et Les Dépossédés, qui sont les deux plus grands, donc si vous voulez les lire, voilà, je vous conseille. Et je vais lire le début donc des Dépossédés, qui je trouve est très réussi, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très difficile je lis beaucoup de SF depuis quelques années, je lis presque plus que ça maintenant, et je trouve que c'est très difficile les débuts d'un roman de SF, parce que encore plus que dans de la littérature disons qui ne requiert pas d'imaginer des mondes entiers, la première page, voilà, on va être débarqué dans un monde qu'on connaît absolument pas. Le champ des possibles est vraiment
particulièrement immense en SF, et il faut assez vite réussir à plonger le lecteur dans ce monde. Et en même temps, c'est aussi l'occasion, pendant très peu de temps, les quelques premières pages, on ne sait rien de ce monde-là, et ça peut être aussi l'occasion de le faire découvrir d'une façon originale, avec un œil innocent qu'il aura plu par la suite quand il connaîtra l'univers dans lequel ça se déroule. Et je trouve, alors il y a beaucoup de romans qui, je trouve, échouent, qui sont par ailleurs très bons, mais qui ont des débuts difficiles, parce qu'effectivement, le temps de s'acclimater à ce monde imaginaire est un peu compliqué. Genre, j'ai en tête le début d'un livre que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, mais que j'ai failli lâcher parce que je trouvais ça horrible le début. C'est le début de Hyperion de Dan Simmons. J'espère que je dis pas de bêtises, je crois. Mais et donc, bref, parler, c'est excellent. C'est vraiment un très bon, un excellent livre. Mais vraiment, les premières pages, ça me tombait des mains. Je me disais, mais t'as l'impression d'être plongé au milieu d'un truc avec des enjeux, des mots, des trucs que tu ne comprends pas. Et là, au contraire, je trouve le début des Dépossédés est merveilleux parce qu'il est très allusif. Il est très. D'ailleurs, du coup, je vais pas expliquer l'intrigue pour le moment. Je vais plutôt vous lire ce début-là et puis après expliquer qu'est-ce qu'il signifie justement. Mais justement, c'est très intéressant à apprécier quand on ne sait rien du roman, pour l'instant. Et tu disais tout à l'heure un recueil, donc en fait, c'est un recueil c'est un recueil il y a je sais pas, 5 ou 6 romans là-dedans, donc qui sont dans un même, alors, qui se suivent pas du tout. En fait, c'est des romans qui sont assez séparés, mais qui sont censés se passer dans un univers commun. On connaît pas trop la chronologie, elle est pas, c'est pas du tout, elle a pas écrit un grand arc avec, non, c'est vraiment des romans qui sont toujours séparés et qui ont juste quelques... On sent que c'est dans un univers commun, il y a quelques références, mais vraiment, c'est toujours des romans indépendants. Lecture. Il y avait un mur modeste, formé de pierres non taillées, grossièrement cimentées. Un adulte pouvait regarder par-dessus, et même un enfant pouvait l'escalader. Là où il croisait la route, il n'y avait aucune porte. Il s'estompait en une simple figure géométrique, une ligne, une idée de frontière. Mais cette idée était réelle, importante. Durant 7 générations, il n'y avait rien eu de plus important au monde que ce mur. Comme tous les murs, il était ambigu, avec ses 2 côtés. Ce qui se trouvait à l'intérieur et ce qui était à l'extérieur dépendait du côté depuis lequel on regardait. Vu d'un côté, il entourait un champ stérile de 24 hectares appelé le port d'Anarès. Y étaient installées quelques grues flottantes, une aire de lancement et d'atterrissage, 3 entrepôts, un garage pour camions et un dortoir. Une construction solide, sale et lugubre. Il n'y avait pas de jardin, pas d'enfants. Presque personne n'y logeait ou n'était censé y rester longtemps. Il s'agissait en réalité d'un lieu de quarantaine. Le mur n'entourait pas seulement le terrain d'atterrissage, mais aussi les vaisseaux qui descendaient de l'espace, et les hommes qui voyageaient à bord de ces vaisseaux, et les mondes d'où ils venaient, et tout le reste de l'univers. Il enfermait l'univers, laissant Anarès en dehors, libre. Vu de l'autre côté, le mur entourait Anarès. Toute la planète se situait à l'intérieur, comme un immense camp de prisonniers, coupé des autres mondes et des autres hommes, en quarantaine. Lecture. Alors, je vais expliquer un peu de quoi parle le livre pour qu'on comprenne pourquoi beaucoup de choses sont résumées dans ces quelques lignes. Donc, en fait, les Dépossédés tournent autour de 2 mondes. Donc, il y a Anarès, là où a lieu la scène du début, et Uras, qui sont 2 planètes. Alors, je crois qu'Anarès est censé être la Lune et Uras la planète. Mais elles sont toutes les 2 assez grosses, en fait, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'histoire de gravité ni rien. C'est peut-être un système de 2 planètes. Enfin bref, les détails techniques sont pas forcément les trucs où Ursula Le Guin est le plus précise. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le monde d'Anarès, sur Anarès, qui est un monde assez hostile, assez aride, où pas grand-chose ne pousse, vivaient des mineurs. Et il y a un certain nombre d'années, il y a eu une révolution anarchiste qui a fait sécession et qui a, voilà. Et depuis, Anarès vit isolé du reste du monde et du reste de l'univers comme une communauté anarchiste. Et de l'autre côté, il y a le monde d'Uras qui, lui, est relié à tous les autres mondes qui sont colonisés, parce qu'on est dans un univers fictif, donc où des êtres humains vivent un peu partout dans la galaxie. Et donc, voilà. Et Uras, c'est au contraire un monde capitaliste, etc., très hiérarchique, très patriarcal et tout ça. Bref. Donc, ça va être un peu l'opposition entre les 2 mondes. Alors, on pourrait croire que ça va être extrêmement utopique dans le monde d'Anarès et extrêmement dystopique dans le monde d'Uras. En fait, c'est beaucoup plus ambigu que ça, et c'est ça tout l'intérêt du livre. C'est souvent ça a été décrit comme une utopie ambiguë, parce qu'effectivement, en fait, la description d'Anarès, elle est loin d'être utopique. C'est
alors la description d'Uras est très 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 critique aussi, et c'est pas pour autant renvoyer dos à dos, mais je trouve c'est très intéressant à quel point elle s'efforce de décrire ces deux modes de pensée de façon assez réaliste dans les deux cas. Et donc voilà, le symbole de ce mur, c'est le seul mur qu'il y a sur Anarès en fait, parce que c'est vraiment une utopie anarchiste vraiment très poussée, où vraiment il n'y a pas de propriété privée, où il n'y a pas de loi à proprement parler. Après, c'est ça qui est très ambigu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de loi, mais il y a une pression sociale qui est telle qu'elle joue le rôle de loi. Mais de fait, il n'y a pas de mur, effectivement, sur Anarès. Tandis qu'au contraire, sur Uras, il y a des murs, il y a des hiérarchies, il y a des lois, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ce symbole-là, c'est donc sur Anarès. Il y a un endroit qui fait un peu la liaison entre leur monde et Uras, qui est l'autre planète, et le reste de l'univers par extension, c'est cette espèce de petit port qui est leur seul point d'attache et qui est entouré par un mur. Et donc, de leur point de vue, eux, ce mur, il les isole du reste de l'univers, il les protège en autarcie. Et donc, c'est le reste de l'univers qui est enfermé derrière ce petit enclos. Ce qui est déjà assez paradoxal. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté aussi, c'est très étrange parce que de l'autre côté, pour eux, en fait, quand ils ont fait cession, qu'ils se sont retirés, pour eux, ils ont un petit peu mis voilà cette lune là de côté, et pour eux finalement c'est une espèce d'immense camp de prisonniers, effectivement. Donc des deux côtés les gens se perçoivent comme finalement enfermés, et voilà, et ce thème du mur, il revient plein de fois dans le livre, et il est filé tout au long du livre, et d'ailleurs je vais pas spoiler, mais il se trouve que la dernière scène du livre nous ramène à ce mur également. Donc, c'est un merveilleux début, puis c'est extrêmement bien écrit. Et enfin voilà, je trouve que dans le genre, et globalement, d'ailleurs, j'ai relu du coup à l'occasion les premières pages de la plupart des livres. C'est vraiment quelqu'un qui écrit extrêmement bien, qui prend un soin particulier on sent sur chaque page, et en particulier sur les premières pages à chaque fois. Je trouve que les mots, les façons d'appréhender le roman sont toujours hyper bien choisies. Enfin bref, j'adore. Bah ouais, mais franchement, ça se comprend complètement. Et les premières pages que tu as lues, je me suis dit, mais c'est trop bien. En fait, ce qui est génial, je trouve, dans ce début, c'est que le mur, c'est un principe dynamique, en fait, où à partir du moment où il y a un mur, bah, tu dis, ok, bah, quelles vont être les questions sur le franchissement, quelles sont les questions de point de vue, qui est vraiment la base du livre, quoi. Et donc, ça impose tout de suite de choisir un côté, de choisir un camp. Et d'ailleurs, en fait, je l'ai pas dit, mais pourquoi il parle du mur, c'est parce que en fait tout le début du roman, c'est quelqu'un d'Anarès, Chévec, qui va franchir ce mur pour la première fois. Quelqu'un d'Anarès va franchir ce mur et aller dans le monde d'Uras, va quitter cette utopie anarchiste pour observer le monde extérieur. Non, franchement, ça donne le début remplit vraiment son rôle de donner envie de lire la suite. Oui, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait que sur la SF, il y a vraiment un enjeu dans l'exposition de pas être chiant, en fait, parce que autant dès que tu es sur du roman qui se passe dans notre monde, en fait, t'as pas besoin de poser toutes les bases, mais dès que tu es sur de la SF et qu'il y a beaucoup d'éléments, un peu comme sur la fantasy, en fait, tu vas devoir amener beaucoup plus de choses. Et le lecteur, il faut lui apprendre tout un tas de choses. Donc la question, c'est comment tu fais de la pédagogie. Et là, en fait, avec le mur, il y a vraiment un système, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais en l'écoutant, moi, c'est comme ça que je l'ai complètement entendu, un système de boîtes qu'on remplit. Imaginez une boîte, et dans cette boîte, il y a machin, des vaisseaux. Ah bon, il y a des vaisseaux, et il y a tel type de verre. Et en fait, cette boîte, c'est une petite boîte, et en fait, hors de la boîte, il y a ça. Et là, tac, et tout à coup, tu crées du contraste, tu crées le reste de l'univers. Et en fait, ça permet de façon très méthodique, mais dynamique aussi, parce que cette boîte, ça enferme et ça protège, d'amener tous les éléments de ton univers en créant une tension. Oui, parce que tout le début, en fait, décrit vraiment juste un mur. Et puis, il y a cette fin de paragraphe où elle dit, donc le mur enfermait aussi les vaisseaux qui descendaient de l'espace, et les hommes qui voyageaient à bord, et les mondes, etc. Donc, très rapidement, c'est évoqué comme ça, mais de façon assez naturelle. Enfin, je trouve et aussi le truc intéressant, c'est que si j'avais raconté dès le départ ce truc, voilà, c'est un livre. Alors, c'est vrai que souvent quand on le lit, on a un peu l'idée, on sait un peu ce qu'on va lire. Mais si t'as pas trop l'idée de ce qu'il y a dedans, ce début est extrêmement saisissant. Et après, il prendra complètement sens quand tu auras compris, voilà, les deux mondes, comme j'ai expliqué, ce que tu vas découvrir assez rapidement dans les pages qui suivent. Et je trouve ça très intéressant de profiter cet état d'ignorance pour jouer, pour montrer toute l'étrangeté de ce mur. On le ressentirait beaucoup moins, cette étrangeté, si on avait déjà eu l'explication de ces deux mondes. Mais en commençant par là, elle profite de cet état d'ignorance pour un effet qui est super intéressant. Et enfin voilà, moi je trouve que c'est un merveilleux début.
Ah bah franchement ouais, je me donne envie. C'est le but. Alors franchement, sinon la main gauche de la nuit aussi. Et d'ailleurs c'est marrant, je crois que la main gauche de la nuit, alors le tout début est moins marquant, mais ça commence aussi sur un élément, genre ça commence sur une brique, une histoire de brique, il me semble, au tout début. Pareil, elle aime bien s'attarder sur un petit élément qui finalement nous permet d'en apprendre plein sur l'univers. Bon, c'est pas complètement original comme procédé, mais elle le fait vraiment très très bien de prendre comme ça un petit truc, de regarder ça et de s'en servir comme d'un prisme qui permet de refléter tout l'univers dans lequel va se passer le bouquin, quoi. Bah, là aussi, ce dont j'ai l'impression, c'est que alors que en général, notamment parce que sur la science-fiction et sur la fantasy, je trouve qu'il y a des points de jonction très importants sur ces questions de comment tu construis ton univers sans que ce soit chiant, comment tu le présentes aux lecteurs et lectrices. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment commencé par regardez, il y a une histoire, une tension, parce qu'un mur, c'est une tension en fait. Il y a une frontière donc qui va être enfreinte, pas enfreinte, transgressée, détruite, peut-être, reconfigurée. Il y a une tension, et ça finit par ah oui, il y a un univers autour de cette tension, j'ai oublié de vous le dire. Oui, et là, bah, et en fait, elle balance tout son truc. Il y a un mur depuis 7 siècles, il est là, et c'est la chose la plus importante au monde. Ouais. Et ça, elle développe ça. Et oui, parce qu'en fait, ça enferme l'univers, ce mur. Voilà. Ouais. Guess what. et aussi avec le jeu, évidemment, qui fait l'effet, qui est déroutant. C'est littéralement ce qu'on appelle le sublime, c'est-à-dire le fait que t'as un détail qui, en fait, à la fin du détail, tu laisses entrevoir un truc immense avec un jeu d'échelle, en fait. C'est-à-dire que tu dis, ok, c'est un mur, c'est peut-être un mur de maison. Ok, non, c'est plutôt un mur de ville. Ah oui, non, ok, d'accord, ok, c'est une planète. D'accord, c'est un tour d'une planète. Bon, bah, très, très bien. Et en fait, et surtout quand tu dis qu'il délimite l'univers, bah, en fait, c'est pas seulement qu'il entoure la planète, mais c'est qu'en fait, il sépare la totalité de l'univers d'une planète, et donc le jeu d'échelle qui est produit par ça, ça... C'est marrant, c'est que c'est pas juste symbolique, c'est que concrètement, c'est vraiment par là qu'arrivent les vaisseaux et que les vaisseaux peuvent repartir. Et donc, ce minuscule mur, effectivement, concrètement, pour eux, c'est la séparation entre leur monde et le reste de l'univers, et il n'y a pas de communication, quoi. Et même à l'endroit où où le mur se réduit juste à une ligne, ça reste une frontière, et c'est la seule de leur monde. Donc voilà, c'était mon début. En deuxième, je voulais revenir très loin dans le passé, puisqu'il s'agit d'un texte de Corneille. En fait, il faut savoir que au XVIIe siècle, on se pose la question des débuts. Je disais tout à l'heure que c'est au XIXe où ça devient vraiment une obsession chez les écrivains de comment commencer. Et voilà, pour être le commencement, c'est un espace où on vient marquer sa singularité. Au XVIIe siècle, c'est pas vraiment encore le cas. Surtout, la question, c'est comment pas trop faire n'importe quoi au début et comment attirer le public. Enfin, c'est des questions beaucoup plus concrètes, en fait, notamment au théâtre. C'est comment ne pas se faire violenter par le public, finalement, parce que le public peut être un peu, être énergique. Au XVIIe siècle, l'ensemble du théâtre est allumé. Le public est entièrement éclairé, et il faut attendre en fait l'arrivée de l'électricité pour qu'on éteigne les salles de théâtre, et donc pour que le public se taise dans le silence, dans l'ombre. Voilà, exactement, pour ce qui est en train de se passer sur scène. C'est pas du tout le cas au XVIIe siècle. Ils se font invectiver, on leur balance des trucs, parfois les acteurs répondent, enfin vraiment ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y a une partie du public qui est sur la scène, les nobles qui peuvent, qui ont une place de choix, on va dire, et les auteurs jouent avec ça, cette partie du public qui est sur la scène. D'ailleurs, ça se retrouve dans les textes un peu parfois où les personnages ont l'impression qu'ils se parlent pas entre eux, mais en fait ils parlent à une autre partie à quelqu'un d'autre, et en fait souvent c'est les personnes qui sont sur scène. Bref, au XVIIe siècle, on va se poser tout un tas de questions sur comment est-ce qu'on renouvelle les genres théâtraux. Et il se trouve que dans ces grands questionnements, il y a un type qui va avoir un rôle très important, c'est Corneille. Corneille, sa carrière, elle traverse, toute la première moitié du siècle. Et en fait, elle va mourir un peu au cours de la deuxième moitié du siècle, quand il va y avoir Racine et Molière qui vont triompher dans les années 60-70. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, on pense que quand on imagine un siècle, on dit, voilà, par exemple, je sais pas moi, le 19e, il y a Victor Hugo, Lamartine, etc. Mais on a tendance à un peu oublier la dimension des générations. Bah oui, c'est vrai que c'est plusieurs générations dans un siècle, quoi. Ouais, clairement, exactement. On le sentirait bien pour, je sais pas, le 20e siècle. Pour l'ASM, il y a entre Houellebecq et Proust, voilà. Et on dirait pas, c'est le même siècle, quoi. Alors que au 17e, Corneille, Racine, ok. Alors qu'en réalité, vraiment, c'est deux générations qui ont rien à voir. Racine, il naît en 39. Alors que Corneille, il naît en quelque chose comme 1603, un truc comme ça. Donc Corneille, c'est vraiment l'ancien, etc. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y a un moment de sa vie
où Corneille, il a déjà fait une grande partie de sa carrière. Il a commencé avec des comédies. Après, il a fait Le Cid, qui est son grand triomphe en 1637, voilà, dans les années 1630. Et puis, sa carrière, elle va continuer, et elle est arrivée à un échec avec une pièce qui s'appelle Pertharite. Sans doute, tu n'as jamais entendu parler. Non. Eh bien, moi non plus, avant de m'intéresser à la question, parce que ça a été un vide absolu. Voilà, c'est une catastrophe. Ça, c'est laid comme nom. Ouais, on sent vraiment l'échec. Ouais, ça sentait déjà l'échec. Ouais, c'était un mauvais nom. Et donc voilà, succès. Enfin, comédie, Le Cid. Il continue de faire des tragédies et des tragicomédies qui cartonnent. Échec de Pertharite. Et puis, il revient en 1659 avec une pièce qui s'appelle Édipe et qui va être un énorme succès. Et donc, en 1660, il sort ses œuvres complètes où il reprend toutes ses œuvres et en fait, il fait une sorte de grand making-of. Il va y avoir 3 grands volumes. Au début de chaque volume, il y a un discours où il donne ses grandes visions sur la littérature, etc., sur le théâtre, machin. Et après chaque œuvre, il va y avoir des examens. Donc vraiment, il y a la pièce, et donc avant la pièce, il y a le discours, et après les pièces, il y a chaque pièce a droit à une sorte de making-of, un examen, où il dit « Oui, j'ai eu tel problème, je me suis demandé comment j'allais le résoudre, etc. » Je raconte tout ça, puisque ce que je vais proposer là, ce que je vais te lire, c'est un extrait de son discours sur l'utilité et les parties du poème dramatique, où il réfléchit sur comment commencer. D'accord. Ah, intéressant. Et en fait, un de ses grands éléments, c'est de dire la pièce, elle doit toujours, en son début, annoncer ce qui va arriver, et il faut pas qu'il y ait des éléments qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce que par le passé, c'est arrivé particulièrement. En comédie, on appelle ça, enfin c'est quelque chose qui arrive surtout en comédie, on appelle ça le Deus ex machina. Donc c'est un dieu qui, tout à la fin de la pièce, arrivait et mariait tout le monde en disant mais en fait, toi t'es le fils de machin, toi t'es le machin, donc en fait vous pouvez vous marier, c'est bon. Et donc voilà, lui c'est sa grande obsession, et il va se battre pour défendre ça. Et après, ça va être repris par la suite par Racine et Boileau pour devenir vraiment la grande théorie classique autour de comment est-ce qu'on écrit des pièces, etc. Et pour ça, et voilà. Et donc, c'est ça que j'aimerais te lire comme extrait. Du coup, c'est un texte sur les commencements, mais ce n'est pas un commencement. Non, exactement, j'ai triché. J'aime bien l'idée. J'aime bien qu'on puisse se pervertir un petit peu, l'énoncé des trucs. Lecture. Je réduis ce prologue à notre premier acte, suivant l'intention d'Aristote, et pour suppléer en quelque façon à ce qu'il ne nous a pas dit, ou que les années nous ont dérobé de son livre. Je dirais qu'il doit contenir les semences de tout ce qui doit arriver, tant pour l'action principale que pour les épisodiques, en sorte qu'il n'entre aucun acteur dans les actes suivants qui ne soit connu par ce premier, ou du moins appelé par quelqu'un qui y aura été introduit. Cette maxime est nouvelle et assez sévère, et je ne l'ai pas toujours gardée. Mais j'estime qu'elle sert beaucoup à fonder une véritable unité d'action par la liaison de toutes celles qui concurrent dans le poème. Les anciens s'en sont fort écartés, particulièrement dans les annitions, les révélations, pour lesquelles ils se sont presque toujours servis de gens qui survenaient par hasard au 5e acte et ne seraient arrivés qu'au 10e si la pièce en eut 10. Tel est ce vieillard de Corinthe dans l'Édipe de Sophocle et de Sénèque, où il semble tomber des nues par miracle, en un temps où les acteurs ne sauraient plus par où en prendre, ni quelle posture tenir, s'il arrivait 1 heure plus tard. Je ne l'ai introduit qu'au 5e acte non plus qu'eux, mais j'ai préparé sa venue dès le premier, en faisant dire à Édipe qu'il attend dans le jour la nouvelle de la mort de son père. Il n'en est pas de même des morts dans le Cid, pour lesquels il n'y a aucune préparation au premier acte. Le plaideur de Poitiers dans Le Menteur avait le même défaut. Mais j'ai trouvé le moyen d'y remédier en cette édition, où le dénouement se trouve préparé par Philiste et non plus par lui. Je voudrais donc que le premier acte contint si bien le fondement de toutes les actions qu'il ferme les portes à tout le reste. Encore que souvent, il ne donne pas toutes les lumières nécessaires pour l'entière intelligence du sujet, et que tous les acteurs n'y paraissent pas. Il suffit qu'on y parle d'eux, ou que ce qu'on y fait paraître ait besoin de les aller chercher pour venir à bout de leurs intentions. Ce premier acte s'appelait prologue du temps d'Aristote, et communément, on y faisait l'ouverture du sujet, pour instruire le spectateur de tout ce qui s'était passé avant le commencement de l'action qu'on allait représenter, et de tout ce qu'il fallait qu'il sût pour comprendre ce qu'il allait voir. La manière de donner cette intelligence a changé suivant les temps. Euripide en a usé assez grossièrement, en introduisant tantôt un dieu dans une machine par qui les spectateurs recevaient cet éclaircissement, et tantôt un de ses personnages qui les en instruisait lui-même,
comme dans son Iphigénie et dans son Hélène, où ces deux héroïnes racontent d'abord toute leur histoire et l'apprennent à l'auditeur, sans avoir aucun acteur avec elles à qui adresser leur discours. Ce n'est pas que je veuille dire que quand un acteur parle seul, il ne puisse instruire l'auditeur de beaucoup de choses. Mais il faut que ce soit par les sentiments d'une passion qui l'agite, et non pas par une simple narration. Lecture. C'est plein de bons conseils. À quel point il les suivait vraiment? Moi, j'ai l'impression que c'est plein de bons préceptes qui ne sont pas hyper bien appliqués dans les œuvres du théâtre classique de façon générale, notamment de Corneille. Ouais, c'est ça, exactement. Bah alors, tu parles de théâtre classique. En gros, ce qui est frappant, c'est que, en effet, déjà, le théâtre classique, c'est quand même si on dit qu'il y a Corneille et Racine, ça fait déjà presque une centaine d'années, quoi. Donc, c'est sûr que les choses ont bougé entre-temps. Mais surtout, en effet, Corneille, là, il essaie de défendre un peu tout son héritage, même si pour lui, sa carrière n'est pas encore finie. Ah oui, petit truc, juste après ça, c'est la fin de sa carrière. En fait, en gros, sa carrière va mourir peu à peu, il va pas du tout s'adapter à l'entrée des questions amoureuses et très intimes de la deuxième moitié du siècle. Et donc, en fait, pour lui, quand il fait ses discours, en fait, il annonce déjà la suite, enfin, il défend le passé et il annonce la suite. Et en fait, malheureusement, il sera plus du tout à la mode. Il n'arrivera pas, après Édipe, à remettre le pied à l'étrier. Édipe, c'est un peu son grand retour, mais c'est aussi son chant du cygne, quoi. Il y a Suréna, quand même, qui... Suréna, est-ce que c'est postérieur? Il me semble que c'était sa dernière pièce, pour ça j'avais... Ah non, oui, il y a plein d'autres pièces qui vont arriver derrière. Mais le problème, c'est que elles vont pas du tout marcher. Et d'ailleurs, Suréna, dans mon souvenir, ça a été un bide notoire. Ah ouais. Pourtant, dans mon souvenir, c'était une des celles que j'ai préférées. Suréna, c'est le général qui vient trop fort. Exactement. Et puis, il est obligé de le condamner. Enfin, mais j'ai beaucoup lu le théâtre classique, j'adorais ça à une époque. C'est frappant à quel point tous ces auteurs-là, ils ont écrit énormément pour expliquer ce qu'ils écrivaient et pourquoi ils le faisaient comme ça et pas comme... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui se faisait... toutes les préfaces de Racine, où il explique, où il répond à 1 milliard de critiques qu'on lui fait à chaque fois qu'il sort une pièce. C'est hyper frappant à quel point c'est un moment où les auteurs se sentaient obligés de se justifier en permanence de ce qu'ils écrivaient. C'est ça qui me frappe quand j'entends ce truc-là, c'est à quel point on a l'impression qu'il est obligé de se justifier, quoi. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi relatif à la violence des polémiques de l'époque, parce que c'est une époque, je disais que le public était violent, les critiques aussi étaient extrêmement violentes, avec de la violence parfois physique. Ça pouvait aller extrêmement loin. Alors après, c'est plus tard dans les siècles suivants, on a des morts à la sortie du théâtre, des histoires mais complètement lunaires, des gars qui s'attaquent à coups de couteau parce que le verre est mal coupé. Ça vient vraiment de la violence du monde politique, qui est aussi la violence des querelles religieuses. Racine, quand toute la préface de Phèdre, par exemple, où il est extrêmement violent. J'ai fait mon mémoire de master sur les préfaces de Racine. D'accord. Donc, je suis extrêmement calé sur les sujets. Mais en gros, ouais, c'est parce que ça va avec écrire au XVIIe siècle pour du théâtre, c'est écrire contre tout un tas de personnes qui trouvent déjà que le théâtre, en soi, est une mauvaise chose. Et donc, il faut se justifier. Tout au long du XVIIe siècle, il y a des querelles. C'est pas simplement entre l'Église et les acteurs et les auteurs, mais c'est entre certaines branches de l'Église entre elles, qui se tapent dessus, et entre certains auteurs entre eux qui aussi se tapent dessus pour des raisons morales, esthétiques, religieuses. Et à chaque fois, en fait, c'est ça qu'il faut défendre. Mais en même temps, je dirais, le nombre de youtubeurs qui font des vidéos pour expliquer pourquoi ils ont fait telle vidéo, pour moi, c'est exactement ça, quoi. Donc, c'est le react à la dernière pièce de Racine. C'est exactement ça. Et exactement comme pour les youtubeurs, il y a un enjeu de notoriété. Georges Forestier, qui est grand spécialiste de Racine, qui est décédé là cette année, il parlait de buzz, en disant que Racine, il orchestre ses buzz par justement aussi toutes ses préfaces, entre autres, parce qu'il sait que ça va faire réagir, et qu'en fait, quand il va faire une attaque, c'est aussi parce que c'est visiblement un nerveux, le gars. Ah ouais, franchement, il y a des lettres... il a pas l'air, c'est marrant. Franchement, c'est assez vénère. L'histoire de la préface de Phèdre, elle est complètement lunaire. En gros, il se met dans une querelle en croyant que quelqu'un l'a attaqué, genre que son ancien prof de théologie l'a attaqué lui, alors qu'en fait c'était pas lui qui était attaqué. Donc en fait il se lance dans une espèce de grand bordel où tout le monde s'insulte, etc., en lui-même commençant à envoyer des textes haineux, etc. Je trouve ça fou, ce décalage entre la violence des attaques et des polémiques autour de... Et alors, pour des textes qui sont... nous, quand on les lit, je sais pas, on n'a pas l'impression que ça puisse soulever de telles passions, quoi. C'est frappant. Ou même, c'est pas propre au XVIIe siècle, si j'y pensais, c'est vrai que pareil, la bataille d'Hernani, ou ce genre de truc, il y a eu une époque où vraiment aller au
théâtre, c'était la guerre, quoi. Ouais, mais attends, regarde, aujourd'hui, sur le cinéma, regarde, un film de Polanski, il fait son film sur l'affaire Dreyfus. C'est un enjeu politique. Quand, comment elle s'appelle, Maïwenn fait son film sur Madame du Barry, c'est un enjeu politique parce qu'il y a Johnny Depp dedans, et donc elle va faire tout un tas d'interviews, et il y a tout un tas de commentateurs qui vont faire des interviews autour de ça, et elle sait que quand elle met Johnny Depp dedans, c'est un geste politique qui veut dire ce qu'elle entend. En réalité, ça passe davantage maintenant par le cinéma, mais même Houellebecq, quand il fait, comment ça s'appelle, Soumission, au moment où il le sort, il dit non, mais c'est juste pour rire, etc. Et puis en fait, derrière, c'est récupéré par une partie de la critique. Lui-même, en fait, finalement, finit par assumer en disant non, c'était pas pour rire, voilà, c'était prémonitoire, machin. Bah, le bouquin lui-même est assez outrancier, donc tu peux vraiment le prendre en disant c'est que du millième degré, voilà. Mais sauf que la posture de l'auteur derrière change aussi le sens, en tout cas, que lui-même donne au livre. Et donc la dimension morale, en fait, de la littérature, en tout cas de l'art, moral et politique, on n'en est toujours pas sorti. En même temps, c'est ce qui fait que c'est bien, enfin ce qui fait qu'on lit des livres aussi, quoi. Disons, les sujets de discorde paraissent beaucoup plus. Alors, il va y avoir des trucs parfois qui sont moraux ou religieux, mais quand c'est des querelles vraiment purement esthétiques, comme là, quand dans le texte que tu lisais, finalement, on disait est-ce qu'il faut ou pas annoncer l'ensemble des éléments dans le prologue de la pièce ou pas, et que ça puisse être vraiment un enjeu sur lequel on puisse s'engueuler, se fâcher avec des gens, quoi. Ça paraît fou sur des questions qui sont à ce point purement esthétiques, et en plus je sais pas comment dire, mais j'ai du mal tous les débats autour du Snyderverse, c'est des débats uniquement esthétiques, me semble-t-il. C'est vrai que ça va être peut-être plus un truc dans ce goût-là, ouais. Et en plus, il y a vraiment l'enjeu de reprendre le mythe. Comment est-ce qu'on reprend le mythe sans trahir? Est-ce que ça serait peut-être le truc le plus proche, effectivement. Mais ce qui est frappant, mais c'est vrai. Mais ce qui est frappant, c'est que Corneille, là, t'as vu, il balance des fions à Sénèque et à Sophocle, ou Euripide, je sais plus. Il dit ces enfoirés, ils savaient pas écrire une pièce. Moi, j'ai pensé, etc. Je suis meilleur qu'eux. Ce que Racine osera pas faire après, lui, parce que justement, lui, tout son truc, c'est de dire non, moi, je trouve la pureté, je suis extrêmement pur. Et au contraire, il attribuera des qualités aux anciens que les anciens n'avaient pas. Donc, il va même aller jusqu'à survendre les mythes originels. Et pour pouvoir lui derrière vendre sa réécriture par-dessus, quoi. Et sinon donc le point qui est vraiment développé sur le fait d'inscrire tous les éléments qui seront utilisés par la suite de la pièce, quelle était la réaction? Les auteurs étaient d'accord avec ça, ou... En fait, là où c'est intéressant, c'est que il décrit, je sais pas si tu as vu, une pratique professionnelle, plus que c'est très différent en fait de ce que fait Boileau par la suite avec l'art poétique, où il y a souvent ce qu'on voit au lycée, c'est l'abbé d'Aubignac qui fait pratique du théâtre, et c'est avec les règles d'unité d'action de lieu, etc. Où là, eux, ils sont prescriptifs, pardon, ils disent voilà ce qu'il faut faire. Oui, là, il dit plus c'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est postérieur. Les autres, ils sont postérieurs. Lui, en fait, c'est vraiment un travail de pro. C'est pour ça que je parle de making of, en fait. C'est un travail de pro qui donne ses petites techniques. C'est un peu Tarantino, passionné de cinéma, qui parle de cinéma. Tu vois. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de citer tout le temps. Il met vraiment les mains dans le cambouis, en fait. Il dit dans ma pièce, machin, mais vous avez vu dans telle autre pièce de tel autre auteur, il a fait comme ça. D'ailleurs, là, j'ai coupé des passages. Déjà, c'est vrai que j'étais un peu audacieux. Le texte est un peu rude, voilà. Mais j'en ai coupé parce qu'en fait, il arrête pas de prendre des exemples de tous les côtés. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il a été suivi? Oui. Derrière, là, tu vois, c'est les années, donc c'est le début des années 60. Enfin, c'est littéralement 1660. Et en fait, c'est dans les années 1660 que Racine va exploser et va vraiment devenir l'auteur incontournable. Et lui, Racine, il va peu à peu développer exactement ce que dit Corneille. Il va essayer de faire ça de façon parfaitement de tout annoncer avec énormément d'éléments qu'on appelle l'ironie tragique. Donc tu vois, tu laisses traîner un foulard dans un coin et puis à la fin de la pièce, foulard est autour du cou de la personne qui est en train de se pendre, des trucs comme ça. Voilà, tout ce genre de choses. Bon, ça c'est pas chez Racine, mais voilà. Et donc oui, ça va être appliqué, mais sauf que personne ne va se revendiquer, enfin en l'occurrence Racine va pas se revendiquer de Corneille quand il fait ça. Lui, il va se revendiquer d'Aristote, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est de revenir à Aristote. Et donc, tu n'as pas souvenir qu'Aristote disait là-dessus en gros, il dit il faut faire attention aux tragédies épisodiques, donc aux tragédies où en fait il se passe plein de trucs d'affilée, ou aux pièces où il se passe plein de trucs d'affilée. Tu sais, en gros, c'est est-ce que tu fais une tragédie comme, je sais pas moi, Ma sorcière bien-aimée, où chaque bout est indépendant des uns des autres, ou est-ce que tu fais un Breaking Bad, où en fait t'as le début, le milieu, la fin, et c'est fini en 5 actes, 5 saisons. Voilà quoi. Et donc ça, en fait,
Aristote en parlait, et Corneille, il dit Aristote, il disait ça, mais il n'a pas été très précis. Donc, moi, je vais être encore plus précis que lui, parce que moi, je suis un vrai pro. Et c'est ça que j'aimais bien dans ce texte, c'est pour ça que je voulais te lire. C'est parce qu'il y a ce truc-là de dire, c'est marrant, entendre un pro parler de son job au XVIIe siècle. Je trouvais ça assez cool. Je connaissais pas ces textes-là, donc c'est chouette. Alors, c'est marrant, parce que moi, j'ai un truc aussi, qu'on peut parler du travail d'écrivain. Génial. Grâce aux éditions des Saint-Pères, c'est pas du tout une sponsor, il se trouve juste. Enfin, j'ai fait une sponsor pour eux il y a longtemps, et ils m'avaient envoyé ce manuscrit de 1984. Et dans ce manuscrit de 1984, il y a la première page de 1984. Et je vais te la montrer. Et pour le coup, il est vraiment très chouette. Alors, il n'est pas complet d'ailleurs, il manque des bouts. C'est l'ensemble des manuscrits qu'ils ont retrouvés. Et donc, voilà, ça, c'est la première page du manuscrit. Comme tu vois, c'est extrêmement raturé. Alors, le manuscrit, c'est un manuscrit tapé à la machine et avec plein d'annotations de ratures au stylo. Et donc, c'est très intéressant parce que les trucs à noter au stylo, c'est la version définitive, il me semble. Donc, c'est vraiment le texte qui a été publié au final. Et donc, la version qui était tapée à la machine, c'est son premier jet, en quelque sorte. Et donc, on peut lire son premier jet de sa première page. Et je trouve ça intéressant déjà de voir. En l'occurrence, on voit bien qu'il a choisi ses mots avec soin. D'ailleurs, ce début est relativement connu, il me semble. Si on demande à un anglophone le début de ça, il y a des chances pour qu'il le connaisse. Alors qu'il est pas il est pas fantastique. C'est c'est même presque un exemple de début un peu qu'il faut pas imiter, quoi. Je vois ça là, visiblement, il commence par la météo, oui, l'interdiction. C'est un petit peu le truc vraiment, a priori la pire chose à faire. Donc, c'est vraiment une interdiction. C'est dans les grands interdits, mais on dit en général. Alors attends, parce que je sais plus qu'est-ce qui parlait de la question de la météo. Je me demande si c'est Stephen King. Et en gros, c'est il est interdit de parler de la météo, sauf si c'est pour décrire spécifiquement l'élément météorologique en question ou pour le subvertir. Donc tu vois, en gros, là je vois, voilà, c'était un jour. Non, c'est un jour banal. Il fait pas très. Oui, c'est ça. C'est un. Alors je sais plus comment je le traduis. Le pire, parce qu'en fait c'est un lieu commun en anglais. It was a dark and stormy night. Et donc en fait c'est surtout la météo quand il pleut et la météo ténébreuse, parce qu'en fait c'est ce qui est redouté, on va dire, c'est le paysage d'état d'âme, tu vois. C'est voilà, mais c'est le nom d'un lieu commun, vraiment. Il y a une page Wikipédia, It was a dark and stormy night. It was a dark and stormy night, ok. C'est vrai que déjà, moi j'ai envie d'entrer dans le livre, pourtant, tu vois, c'est pour ça que je suis un mauvais lecteur, je pense. T'as ce début-là, je me dis quoi, qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit dark and stormy? C'est très intriguant. Et donc ça commence par. Alors attends, je les ai sortis. Hop. On va lire les deux versions, c'est ça, pour voir l'évolution entre les deux versions de ce début. Donc d'abord, je vais lire la première version, celle qui n'aura pas été publiée finalement, puis après on lira l'autre. Lecture. C'était une journée froide et venteuse du début du mois d'avril, et 1 million de radios sonnaient 13 heures. Winston Smith poussa la porte vitrée des résidences de la Victoire, tourna à droite dans le passage et appuya sur le bouton de l'ascenseur. Rien ne se passa. Il venait d'appuyer une seconde fois sur le bouton lorsqu'une porte au bout du couloir s'ouvrit, laissant échapper une odeur de légumes bouillis et de vieux tapis. Et le vieux prolétaire qui faisait office de portier et de concierge sortit un visage couturé de gris et resta un moment à sucer ses dents et à regarder Winston d'un air malveillant. « L'ascenseur marche pas !» annonça-t-il enfin. « Pourquoi il ne marche pas ? Il n'y a pas d'ascenseur qui marche. Les courants sont coupés sur la ligne principale. Le chauffage marche pas non plus. Tous les courants doivent être coupés même pendant le jour. C'est les ordres !» aboya-t-il dans un style militaire, et il claqua la porte une nouvelle fois, sans qu'on sache si le grief qu'il ressentait manifestement visait Winston ou les autorités qui avaient coupé le courant. Winston s'en rappelait maintenant. Cela faisait partie de la campagne d'économie en préparation de la semaine de la haine. L'appartement était au 7e étage, et Winston, conscient de ses 39 ans et de l'ulcère variqueux au-dessus de sa cheville droite, se reposa à chaque palier pour ne pas s'essouffler. Sur chaque palier, la même affiche était collée au mur, une immense affiche colorée, trop grande pour être accrochée à l'intérieur. Elle représentait simplement un visage énorme, celui d'un homme d'environ 45 ans, aux traits robustes et séduisants, aux cheveux noirs épais, à la moustache fournie et à l'expression à la fois bienveillante et menaçante. C'était une de ces images ainsi faites que le regard vous suit quand vous bougez. « Big Brother vous regarde », disait la légende. Voilà, donc ça c'est la première version. J'ai la seconde version en m'arrêtant à peu près au même endroit, parce que en l'occurrence les dernières lignes sont communes. Alors, je reprends. C'était une journée froide et claire d'avril, et les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans la poitrine pour échapper au vent mauvais, passa rapidement les portes vitrées des résidences de la Victoire, mais pas assez vite pour éviter qu'un tourbillon de poussière ne pénètre avec lui.
Le couloir sentait le chou bouilli et les vieux tapis de chiffon. À l'une des extrémités, une affiche colorée, trop grande pour être accrochée à l'intérieur, avait été punaisée au mur. Elle représentait simplement un visage énorme de plus d'1 mètre de large, le visage d'un homme d'environ 45 ans, avec une lourde moustache noire et des traits robustes et séduisants. Winston se dirigea vers l'escalier. Inutile d'essayer l'ascenseur. Même dans les meilleurs moments, il ne fonctionnait que rarement, et actuellement, le courant électrique était coupé pendant la journée. Cela faisait partie de la campagne d'économie en préparation de la semaine de la haine. L'appartement se trouvait au 7e étage et Winston, qui avait 39 ans et un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, monta lentement, se reposant plusieurs fois en cours de route. Sur chaque palier, en face de la cage d'ascenseur, l'affiche au visage énorme vous fixait depuis le mur. C'était une de ces images ainsi faites que le regard vous suit quand vous bougez. « Big Brother vous regarde », disait la légende. Lecture. Donc on voit, il y a quelques changements, notamment quand... le plus frappant, peut-être que vous avez pu facilement remarquer, c'est il y a ce petit dialogue avec le concierge à propos de l'ascenseur qui marche pas. Quand il reprend son texte, finalement, il se dit, en fait, on peut imaginer qu'il se dit, en fait, c'est bête que Winston essaye l'ascenseur, c'est trop optimiste quelque part. Donc finalement, là, dans la version remaniée, il sait déjà que l'ascenseur est en panne et il sait déjà, évidemment qu'il sait que ça fait partie des économies pour la semaine de la haine, parce qu'on lui répète en permanence, etc. Peut-être une familiarité avec l'univers de son livre qui tout à coup le frappe en relisant en se disant mais en fait c'est idiot comme début, c'est pas cohérent avec l'univers, avec le personnage, il peut pas ignorer un truc pareil. Et puis aussi, la référence à Big Brother arrive tout de suite, à la fin du premier paragraphe, alors que dans la version originale, c'est seulement au bout d'une page, une page et demie que ça arrive. Donc voilà des changements. Je trouve ça toujours intéressant de voir le travail d'écriture d'un... Bah ouais, carrément. Mais dans les deux cas, il y a ce côté la normalité, une vie morne, et d'ailleurs, je te disais, ça contraste avec It Was a Dark and Stormy Night. C'était un jour froid et clair, et donc une sorte de normalité un peu grise, neutre, voilà, et voilà, flat. Et tout à coup, il y a Semaine de la haine qui surgit, et on se dit wow, attends, et j'ai bien lu là, qu'est-ce qui se passe? Et dans les deux cas, pour le coup, il semble que c'est un peu quand même le centre du texte, ou en tout cas un petit détail qui en fait est frappant et fait que le texte aussi est intéressant. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, dès le début, il y a toujours ce truc de comment tu happes le lecteur. Avec Ursula Le Guin, ça a été arrivé par le mur, puis tout à coup, retournement, et en fait, ce mur-là, c'est l'univers entier, etc. Il y a une tension, un truc cosmique, machin. Dans Romain Gary, c'est la petite, la petite musique, on va dire, du style qui nous frappe et en fait qui nous emporte. C'est la voix en fait de Momo. Et là, ici, c'est quelque chose de très simple, très neutre. On se dit, mais où est-ce qu'il va? Et là, tout à coup, tac, la semaine de la haine. Waouh, ok, très bien, ok, mon pote, on va voir ça. Et après, ça revient avec Big Brother is watching you, avec ce truc une relation toxique avec le président, dans le côté bienveillant et en même temps terrifiant. Alors, je crois que le bienveillant et menaçant, c'est dans la première version, il l'a pas gardé. Ah, il l'a pas gardé. Non, il l'a pas gardé. Pourtant, c'était intéressant. Ouais. Mais peut-être il s'est dit bienveillant, c'est trop. J'ai refait moi-même la traduction. En fait, c'était pour traduire les mêmes expressions de la même façon. Il y a 1 milliard de traductions parce qu'en plus, je crois que ça a dû tomber dans le domaine public ou un truc comme ça. Maintenant, tout le monde peut faire des traductions, je crois. D'accord. Donc il y a plein de traductions. Voilà, je suis pas du tout prétentieux de faire un travail intéressant. C'est juste comme j'avais traduit moi-même, parce que pour le coup, il y a pas, c'est une exclusivité. Et donc je voulais que les deux traductions puissent se comparer. A priori, j'ai traduit les mêmes expressions par les mêmes expressions. Et donc, je crois pas qu'il y ait ce truc-là où il dit, voilà, à la moustache fournie et à l'expression à la fois bienveillante et menaçante, qui était assez intéressante effectivement dans sa première version. Mais bon, peut-être aussi qu'il amène trop vite l'ambiguïté du plus neutre, là, il le décrit simplement comme ce truc qui te suit des yeux et c'est tout, et sans vraiment de jugement sur l'expression qu'a ce... Oui, et puis c'est déjà... En fait, ça explicite Big Brother is watching you. Oui, en fait. Le grand frère, mais qui te surveille. Donc vraiment ce truc de bienveillance et menace. Donc il n'y a peut-être pas besoin de l'amener dès les yeux.
Franchement, c'est un truc, j'ai passé beaucoup de temps à le feuilleter, et c'est assez lisible en fait. Faut un peu s'y habituer, mais j'ai découvert des versions, enfin, il y avait des passages qui m'intéressaient du texte que voilà, j'ai lu bien des fois, et c'est super intéressant de découvrir des versions alternatives, des versions rallongées, etc. Voilà, j'en avais un peu parlé dans ma vidéo où j'avais parlé de 1984. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai l'impression que ce genre d'ouvrage, c'est intéressant aussi, particulièrement quand on a un livre à côté, pour pouvoir faire un travail de curiosité en fait. Bon, aussi outre le fait que c'est un très bel objet, quoi. Mais dans avoir le livre à côté et faire des allers-retours, se dire tiens, c'est marrant comment il a fait, quoi. Je pense qu'il faut avoir une certaine curiosité. Puis ça dépend aussi des manuscrits. Il y en a qui sont vraiment très durs à lire. Celui-là, il est vraiment pas dur à lire. Mais quand on connaît bien le texte, on est curieux du texte, franchement, c'est vraiment un plaisir de feuilleter ce truc-là. Eh bien, à propos de plaisir. Oui. J'ai apporté Cujo de Stephen King. Je sais pas comment ça se prononce. Cujo. Je ne sais pas. J'ai toujours dit Cujo parce que je l'ai lu quand j'étais petit. Non, petit. Je sais pas. J'étais au lycée. Extraordinaire. À l'époque, en tout cas. Je l'ai pas relu en entier depuis, mais je garde un souvenir. C'est probablement ce livre-là que tu as lu à l'époque. Ah, c'est complètement ce livre-là que j'ai lu à l'époque. Je l'avais vraiment. Ah là, je l'ai. Mais à l'époque, non, mais déjà, je me souviens qu'à l'époque, je l'avais relu juste après. Je l'ai vraiment lu 2 fois. C'était trop bien et c'est horrible. C'est très puissant. Bref, Stephen King. Et après, par la suite, j'en ai lu d'autres, mais j'avais lu Christine aussi que j'avais trouvé un peu moins bien. J'avais lu pas mal de nouvelles. J'avais commencé Le Fléau et puis je me suis rendu compte qu'il y avait 3 tomes. C'est vrai, il a fait des trucs de plein de longueurs différentes. Il faisait des novellas, des trucs courts, et il faisait aussi des sagas, La Tourson, des trucs comme ça. Ouais. Et vraiment, il fait toujours. Je crois qu'il continue de sortir. Mais je crois apparemment c'est plutôt lui et ses équipes, si je puis dire. Il me semble qu'il écrit un peu c'est un peu le Hans Zimmer. Il est plus tout jeune là quand même. Le Hans Zimmer de la littérature. Comme de toute façon beaucoup de personnes ont fait avant lui, et même dans la littérature classique, c'était nombreux. Par exemple, Jules Verne. Quoi qu'il en soit, en gros, le début de ce livre m'avait vraiment traumatisé quand j'étais ado. Ok, alors traumatisé. Et je pense aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que quand j'étais petit, j'étais un grand fan des Chairs de poule, et là, si tu veux, c'est un peu la suite, mieux écrit, mieux traduit notamment. Et donc là, c'est un passage un peu gourmand, on va se dire, puisque c'est un peu long, mais l'idée, c'est je sais pas, de donner envie et puis d'entendre ce début qu'avec le plaisir du. Je crois pas que j'ai lu pas mal de Stephen King, celui-là, je crois que je l'ai pas lu. Et franchement, un peu comme dans Cimetière, il va très loin dans la violence et dans des interdits, on va dire, de la littérature en général, et notamment un des personnages principaux est un enfant de 4 ans. Voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment des trucs où tu es en mode, ok, très bien, allons par là alors. Oui. Il va rien lui arriver de... Pas dans les 4 premières pages. Pas dans les 4 premières pages. Ok. Un truc que j'ai pas dit. Le livre se passe dans le Maine, qui est un peu l'état dans lequel tout se passe, etc. Se passe presque tous les livres de Stephen King, et notamment, il s'inscrit dans l'univers de Dead Zone, qui est un de ses livres précédents, et le méchant le fantôme de ce livre-là, en fait, est la réincarnation d'un personnage du méchant en fait de Dead Zone. D'accord. Il y a un Stephen King univers, il aime bien faire des liens entre ses bouquins. Souvent, c'est pas central, mais il aime bien en faire. Ouais. Exactement. Et je pense qu'il faut juste savoir ça, parce qu'à un moment, c'est évoqué très rapidement au début. D'accord. Et voilà comment ça commence. Lecture. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps de cela, un monstre qui vivait à Castle Rock, petite ville du Maine. En 1970, il tua une serveuse répondant au nom de Alma Fretchett. En 1971, une femme appelée Pauline Toothhaker et Cheryl Moody, une jeune étudiante. En 1974, une jeune fille dénommée Carol Dunberger. En automne 1975, une institutrice appelée Etta Ringgold. Enfin, au début de l'hiver de cette même année, une écolière nommée Mary-Kate Andreessen. Il ne s'agissait ni d'un loup-garou, ni d'un vampire, ni d'une goule, ou autre créature innommable venue de forêts enchantées ou d'immensités enneigées. Ce n'était qu'un flic perturbé par des problèmes d'ordre mental et sexuel, un flic qui portait le nom de Frank Dodd. John Smith, un brave homme, révéla par quelques sortilèges l'identité du coupable, mais celui-ci, peut-être était-ce préférable, se suicida avant qu'on ait eu le temps de l'arrêter. Bien sûr, la ville fut atterrée, mais l'allégresse prédomina bientôt, allégresse car le monstre qui avait hanté tant de rêves était mort. Enfin mort. Le cauchemar d'une ville fut enseveli dans la tombe de Frank Dodd. Pourtant, en ce siècle hautement civilisé, alors que tant de parents s'inquiètent du préjudice psychologique qu'il pourra faire subir à leurs enfants, il existait sûrement quelque part, à Castle Rock, un père ou une mère, peut-être une grand-mère,
qui faisait taire les gosses en leur racontant que Frank Dodd viendrait les chercher s'ils ne prenaient pas garde ou s'ils n'étaient pas sages. Et nul doute que le silence tombait, tandis que les enfants dirigeaient leur regard vers les fenêtres sombres en pensant à Frank Dodd, dans son imperméable de vinyle noir et luisant. Frank Dodd, l'étrangleur, l'étrangleur, l'étrangleur. Il est dehors. J'entends chuchoter la grand-mère pendant que le vent mugit dans le conduit de la cheminée et siffle contre le couvercle de la vieille marmite qui encombre le fourneau. Il est dehors, et si tu n'es pas sage, tu verras peut-être sa figure qui te regardera par la fenêtre de ta chambre quand tout le monde dormira dans la maison, sauf toi. Ce sera peut-être lui que tu verras sourire en te regardant du fond du placard, tenant d'une main la pancarte Stop dont il se servait pour faire traverser les petits-enfants, et de l'autre, le rasoir avec lequel il s'est tué. Alors, tu calmes les enfants. Chut, chut. Mais pour la plupart, ce qui était terminé appartenait désormais au passé. Bien sûr, il y eut des cauchemars, des enfants qui ne trouvaient pas le sommeil. La maison vide des Dodd, sa mère eut une attaque peu après et en mourut, passa très vite pour être hantée, et les gens l'évitèrent. Mais il ne s'agissait là que de phénomènes passagers, sans doute les séquelles inévitables d'une série de meurtres insensés. Le temps passa. 5 années s'écoulèrent. Le monstre avait disparu. Le monstre était mort. Dans son cercueil, Frank Dodd tombait en poussière. Mais les monstres ne meurent jamais. Les loups-garous, les vampires, les ghouls, les créatures innommables venues d'immensités perdues. Les monstres ne meurent jamais. Ce fut au cours de l'été 1980 qu'il revint à Castle Rock. Cette année-là, au mois de mai, peu après minuit, Tad Trenton, 4 ans, eut envie d'aller aux toilettes. Il se leva, à demi endormi, baissant déjà son pantalon de pyjama, se dirigea vers l'arrêt de lumière blanche que laissait passer la porte entr'ouverte. Il urina longuement, tira la chasse d'eau et retourna au lit. Il remonta bien haut les couvertures, et ce fut à ce moment-là qu'il aperçut la créature dans son placard. Se tenant assez bas, elle avait d'énormes épaules qui surplombaient une tête penchée, et ses yeux paraissaient des trous d'ambre rouge, une chose qui aurait pu être mi-homme, mi-loup. Les yeux pivotèrent pour suivre l'enfant lorsque celui-ci se redressa, les cheveux dressés sur la tête, le souffle réduit à un léger sifflement glacé sortant de sa gorge, des yeux fous qui riaient, un regard qui promettait une mort horrible, et la musique de cris que personne n'entendit. Quelque chose dans le placard. Le petit garçon perçut le grondement continu. Il respira l'haleine fétide et douceâtre. Suffoqué, agité de spasmes, Tad Trenton plaqua les mains sur ses yeux et hurla. D'une chambre voisine, une exclamation étouffée. Son père. De la même pièce, un cri apeuré. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa mère. Le bruit précipitait de leurs pas. À l'instant où ils entraient, l'enfant écarta les doigts et vit que la bête se trouvait toujours dans le placard, grondant et l'assurant que même s'il venait, il repartirait sûrement. Et alors... On alluma la lumière. Vic et Donna Trenton s'approchèrent de son lit et échangèrent des regards inquiets en apercevant le visage livide et les pupilles dilatées de leur fils. « Je t'avais bien dit que 3 hot dogs c'était trop, Vic », lança ou plutôt aboya sa mère. Alors son papa fut sur le lit. Il le prit dans ses bras et lui demanda ce qui n'allait pas. Tad trouva le courage de regarder de nouveau vers le placard béant. Le monstre avait disparu. Au lieu de la bête furieuse, il ne découvrit que 2 piles de couvertures informes, literie d'hiver que Donna n'avait pas encore portée au 2e étage qui était condamné. Au lieu de la tête poilue, triangulaire, penchée de côté en une posture qui évoquait l'attitude interrogatrice des prédateurs, il reconnut son ours en peluche, posé sur le plus élevé des 2 tas de couvertures. Au lieu des 2 sinistres trous ambrés, se trouvaient les 2 billes de verre brunes, si amicales, grâce auxquelles son nounours voyait le monde. « Qu'est-ce qui ne va pas, Taddy » répéta son père. « Il y avait un monstre » s'écria Tad. « Là, dans le placard !» Il éclata en sanglots. Sa mère s'assit elle aussi. Ils le cajolèrent, le rassurèrent comme ils purent, ils se comportèrent comme n'importe quel parent, lui expliquèrent que les monstres n'existaient pas, qu'il avait tout simplement fait un mauvais rêve. Sa maman lui raconta que, des fois, les ombres prenaient la forme de vilaines choses qu'on montrait à la télévision ou dans les bandes dessinées, et son papa lui certifia que tout allait bien, que rien dans leur gentille maison ne lui ferait jamais de mal. Tad acquiesça, convainc de tout ce qu'ils voulurent, mais en sachant pertinemment qu'ils se trompaient. Son père lui démontra comment, dans le noir, son ours en peluche s'était transformé en une tête inclinée, enfoncée dans les épaules massives qu'évoquaient les 2 piles de couverture, comment la lumière de la salle de bain se reflétant dans les billes de verre de son nounours lui avait donné l'éclat des yeux d'un animal bien vivant. « Maintenant regarde, reprit-il. Fais très attention, Taddy. » Tad suivit le moindre de ses gestes. Son père prit les couvertures et les repoussa tout au fond du placard. Tad perçut le léger tintement des cintres qui racontaient, dans leur langage de cintre, chacun des mouvements de son papa. C'était amusant et il esquissa un sourire. Soulagé, sa maman lui sourit à son tour. Son papa sortit du placard, prit son ours et lui fourra dans les bras. « Et maintenant » annonça papa en s'inclinant et s'accompagnant d'un grand geste de la main qui fit rire maman et Tad, « la chaise !» Il posa la chaise contre la porte du placard de façon à la maintenir solidement fermée.
Lorsqu'il revint près du lit de Tad, il souriait encore, mais son regard avait pris une expression sérieuse. « D'accord, Tad ? » ?»« D'accord, » répondit l'enfant en se forçant un peu. « Mais c'était vraiment là, je l'ai vu, papa, pour de vrai. »« C'est dans ta tête que tu as vu quelque chose, Tad, » dit son papa, qui lui caressa les cheveux de sa grande main rassurante. « Mais tu n'as pas vu de monstre dans ton placard, pas un vrai. Les monstres n'existent pas, Tad. Seulement dans les histoires et dans ta tête. » Le petit garçon examina tour à tour son père, puis sa mère. Une fois encore, leur grand visage qu'il aimait tant. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, » assura sa maman. « Et maintenant, je voudrais que tu te lèves et que tu ailles faire pipi, mon grand. »« J'ai déjà fait. C'est pour ça que je me suis réveillée. »« Allons, commença-t-elle, car les parents, ça ne vous croit jamais. Fais-moi plaisir, tu veux ?» Il y retourna donc, et elle le regarda verser 3 petites gouttes. « Tu vois, tu avais envie, lui dit-elle en souriant. Vaincu, Tad fit oui de la tête. Il se remit au lit, se laissa border et embrasser. Au moment où son père et sa mère atteignirent la porte, la peur le reprit, l'enveloppant comme un manteau glacé, un voile de brume poisseuse, comme un suaire exhalant les relents d'une mort inéluctable. « Oh, je vous en prie, pensa-t-il, mais rien d'autre ne vint simplement. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. » Peut-être son père entendit-il son appel, car Vic se retourna, une main sur l'interrupteur, et répéta « Il n'y a pas de monstre, Tad. »« Non, papa, » prononça l'enfant en remarquant combien à cet instant son père avait les yeux perdus, lointains, comme s'il éprouvait le besoin d'être rassuré. « Non, il n'y a pas de monstre. Sauf celui qui se trouve dans le placard. » La lumière s'éteignit. « Bonne nuit, Tad. » La voix de sa mère lui parvint, douce et légère. Intérieurement, il lui cria « Attention, maman, ils mangent aussi les dames dans tous les films. Ils prennent les dames pour les emmener et les manger. Oh, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. » Mais il était parti. Tad Trenton, 4 ans, fut donc abandonné dans son lit, le corps aussi tendu et raide qu'une construction en mécano. Les couvertures lui montaient jusqu'au menton. D'un bras, il étreignait son nounours sur sa poitrine. Il savait que sur l'un des murs se trouvait Luke Skywalker, que sur un autre, un Tamia se tenait debout, sur une moulinette en souriant gaiement. « Si la vie te donne des citrons, fais des citronnades », disait le malicieux Tamia, et que toute l'équipe bariolée de la rue Sésame occupait le 3e mur. L'oiseau, Berthe, Ernest, Oscar, Grover, des talismans, des gris-gris apaisants. Mais ce vent dehors, qui hurlait sur le toit et s'engouffrait dans les gouttières obscures. Il ne dormirait plus cette nuit-là. Petit à petit pourtant, la tension se relâcha, les muscles se détendirent, son esprit se mit à dériver. Et puis de nouveau, un hurlement. Mais cette fois-ci, plus proche que le mugissement du vent au dehors, le ramena à cet état de veille où les yeux fouillent la nuit. Les gonds de la porte du placard. Un son si léger, si grêle, que seuls peut-être les chiens et les petits garçons éveillés en pleine nuit auraient pu l'entendre. La porte de la penderie s'ouvrit, lentement, gueule inerte découvrant, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, l'obscurité. Le monstre se tenait dans le noir. Il se dissimulait là, au même endroit qu'auparavant. Il lorgnait Tad et ses énormes épaules formaient une bosse au-dessus de sa tête penchée. Ses yeux d'encre rougeoyaient, animés d'une méchanceté obtuse. « Je t'avais dit qu'il s'en irait, Tad, » chuchota-t-il. « Ils finissent toujours par partir. Alors, moi, je reviens. J'aime bien revenir, Tad. Je t'aime bien. Maintenant, je reviendrai toutes les nuits. Et je crois que, chaque nuit, je m'approcherai un peu plus près de ton lit. Plus près, jusqu'au moment où, avant que tu aies eu le temps de crier pour les appeler, tu entendras un grondement tout près de toi, Tad. Et ce sera moi. Et je me jetterai sur toi. Je te mangerai. Et alors, tu seras dans mon ventre. » Lecture. Franchement, c'est extrêmement angoissant. Je sais pas à quel âge je pourrais faire lire des trucs pareils à ma fille. Je me dis, et je pense à mes enfants parce que il y a beaucoup de trucs de cette scène, notamment quand les parents viennent, qui me font penser à mes enfants, à ma fille en particulier, parce que il se trouve que ma fille fait des terreurs nocturnes. Enfin, on a l'impression parfois l'enfance c'est horrible, c'est plein d'angoisses qui sont absolues, ils sont bien plus grandes que toutes celles qu'on ressent plus grandes, peut-être que je sais pas, on a moins le sentiment de la réalité ou pas. Et donc bref, ça me mettait mal à l'aise d'écouter ça parce que j'avais l'impression d'avoir abandonné ma fille parfois dans des ma fille fait des terreurs nocturnes, c'est un truc alors c'est très particulier, les terreurs nocturnes, c'est pas comme des cauchemars où elle entend des trucs, juste elle se réveille en hurlant, elle hurlait, elle a l'air paniquée, etc. Quand elle se réveille, elle continue de... C'est ça le truc dans les terreurs nocturnes, c'est quand t'es réveillé, tu continues d'être dedans. Tu peux pas être réveillé en fait.
tu te réveilles pas vraiment. Enfin, ça dépend un peu des cas. Dans les cas les plus prononcés, elle se réveille pas vraiment. Elle a les yeux grands ouverts, elle peut te regarder de façon comme ça, et elle crie, elle arrive pas à se calmer, elle est comme ça. Et sinon, elle nous a fait des trucs super bizarres. Elle disait qu'elle entendait elle nous a fait des trucs c'est vrai que quand j'y pense, des trucs de films d'horreur et tout ça. Oui, et c'est vrai que je me dis, putain, si je relis c'est pas un peu des paralysies du sommeil dans ce style-là? Sa maman avait fait des paralysies du sommeil quand elle était jeune. Donc. Non, là, c'est pas ça. Au contraire, elle bouge. Parfois, je l'ai même retrouvée debout dans son lit. Bref, et donc, oui, ou des trucs où elle disait qu'elle entendait son nounours lui parlait comme ça, que ça la terrifiait. Genre, là, dans son cahier d'écolière, là, elle est en CE1, je sais pas, à la fin de son truc rédaction, c'était raconter une de ses plus grandes peurs comme ça. Elle racontait un truc qui était totalement terrifiant. Oh non, c'est trop horrible. La base de un cauchemar ou comme ça, où il y a une dame qui lui dit beaucoup de choses et ça la terrifie et tu sais pas trop quoi. Ah oui, et c'est pas très clair en plus. Bah, c'est écrit dans un style d'enfant comme ça, et je demande comme ça, elle dit oui, c'est ça. Donc, quand je lis des trucs comme ça, je me dis mon Dieu. Ah ouais. Non, mais... mais 4 ans, 4 ans, on parle très peu. C'est ça qui est horrible, c'est que ça ramène à une vulnérabilité absolue. Si tu veux 4 ans, tu te dis, non, mais attends, mais 4 ans, mais c'est un petit bout de chou, il y a vraiment, c'est juste, c'est vraiment trop, c'est la vulnérabilité totale, et la seule protection, et donc ils ont juste besoin d'être protégés. Et la seule protection qu'ils peuvent avoir, bah là, en l'occurrence, dans le livre, ils sont incapables de vraiment le protéger, donc t'es happé, je trouve. Et je me souvenais de cette phrase, ce truc-là de la fin de « tu seras dans mon ventre », et vraiment, mais je trouve ça... c'est terrifiant. J'avoue, c'est un début... c'est pas un truc à base de chien, si, je vois un peu... c'est la suite... Franchement, en le relisant, je trouve ça toujours vraiment bien. Ah oui, c'est bien écrit ça. Et puis il arrive à faire tenir. En fait, c'est vachement dur, je pense, de tenir l'angoisse, parce que donc il arrive vraiment notamment, il faut arriver à la faire tenir, vraiment la faire retomber pour de vrai. Et je trouve qu'il y arrive vraiment bien. Les parents arrivent, ils jouent, toi-même t'es pris dans le truc. En plus, t'imagines, c'est hyper touchant, une scène parent-enfant avec les deux. En plus, t'as l'interaction entre le père et la mère, donc en plus t'as une interaction de couple qui est touchante avec les enfants. Comment chacun aussi interagit avec les enfants. Avec l'enfant, et puis le jeu de marionnette où il fait venir l'enfant. Et après, le retour est d'autant plus horrible parce que tu sais qu'il a plus ce recours-là. T'as l'impression qu'il est exactement, vraiment il a déjà cramé sa carte. Et puis en plus, le petit ourson, il l'a eu vraiment collé à côté de lui, quoi. Donc t'as vraiment ce truc de dire, putain, le père a amené cette espèce de truc vers lui. Si, disons que c'est l'ourson qui se transforme ou je sais pas quoi, en fait, tu dis a posteriori, mais en fait, ce petit manège où il joue avec le petit nounours, en fait, c'est un manège autant plus terrifiant, quoi. Ouais. Là, c'est une bonne première scène. Là. Ça happe tout de suite. C'est terrifiant. Ouais. Ça me fait vraiment penser parce qu'elle a eu des trucs autour du fait que son gros nounours lui parlait et tout ça. Elle nous l'a fait ce coup-là. Mais ça, je crois que c'est assez récurrent. Ça, les amis imaginaires qui peuvent être des amis inquiétants. Ouais. Ça peut aussi arriver. Hein. Il a des enfants, peut-être qu'il. Il y a pas mal. Alors justement, je sais que tu vois, j'ai des amis qui me disaient avoir été fans de films d'horreur avant. Et quand je leur parle, quand on parle justement de films d'horreur, ils me disent ouais, mais maintenant, moi, je peux plus. Et je pense que c'est pareil pour les livres. Moi, je peux plus regarder les films d'horreur comme avant, parce que maintenant que j'ai des enfants, dès qu'il y a des enfants, c'est instantané en fait. Je suis trop glacé en fait. C'est irregardable quoi. Je sais pas si toi tu le vis. C'est marrant. Oui, je regardais beaucoup avant. J'ai une période. Je suis très sensible. Je peux facilement avoir peur. Et j'ai vu pourtant une période où j'en regardais beaucoup. J'étais assez fasciné, intéressé par ça. Et j'avoue que ça me tente plus du tout. Même, pareil, des jeux vidéo qui sont un peu trop angoissants. J'ai plus du tout envie d'en faire ou des choses comme ça. Et notamment tout ce thème de l'enfant inquiétant, qui est un thème excellent pour un film d'horreur, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je trouverais ça très dérangeant. J'aimerais pas du tout. Mais pas de l'enfant inquiété. Pas du fait que, par exemple, je sais pas, que l'enfant il puisse lui arriver des choses, etc. C'est vraiment, je pensais plus au thème de trucs genre Ring ou genre de trucs, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais, bien sûr. Ou Esther. Omen, ou Esther, genre de truc de l'enfant un peu hanté, quoi, tu vois, qui a des comportements trop bizarres. Parce que sinon je serais terrifié par mes enfants. Ouais, c'est vrai que mes potes qui ont des enfants, il y a aussi ce truc-là où parfois tu vas être d'accord, très bien, c'est terrifiant. Vraiment, j'ai fait une histoire comme ça, je connaissais un gamin qui avait foutu un clou dans du pain. Et c'était au petit-déj, j'arrive, et je prends le pain. Oh, ok, d'accord, qui a fait ça? D'accord, c'est toi. Eh bien, oui, bien sûr, car j'ai une collègue qui m'avait dit un truc et que j'ai trouvé très vrai.
Les enfants sont des sociopathes et l'éducation, c'est justement le travail d'éducation, c'est justement faire en sorte que les enfants ne soient plus des sociopathes. Tu vois, c'est produire de l'empathie et produire non, tu vas tuer quelqu'un en fait, tu vois. Et oui, et ce n'est pas bien. Vraiment, le meurtre, d'accord. Mais après, ils aiment bien aussi faire des trucs qui les mettent en danger eux-mêmes. Enfin, globalement, ouais. Ça se trouve, le clou était destiné à lui-même en fait. Globalement, empêcher les enfants de mettre leur vie en danger, c'est une grosse part de l'éducation. Et de leur apprendre, non, vraiment, ça, là, tu mets ta vie en danger, arrête. Voilà, très mauvaise idée. Donc, dur métier. Dur métier que celui de parent, j'imagine. Donc, ouais, voilà. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu de la littérature d'angoisse comme ça, et je pense que t'as pas le même regard qu'une fois que t'es parent. Mais j'ai l'impression que la bonne littérature d'angoisse, c'est rare aussi parce que dès qu'elle est étrangère, pour qu'elle soit bien traduite, c'est aussi rare. Tu vois, c'est un peu comme la science-fiction. C'est pour ça que je te demandais si c'était bien traduit, Ursula Le Guin, parce que il y a un problème en France sur les genres, littérature jeunesse, science-fiction, sur les genres qui sont pas des genres dits nobles, tu vois, ou vraiment qui sont pas adoubés institutionnellement, etc. Ou récemment surtout, qui sont adoubés institutionnellement plus récemment. Les vieilles traductions, en fait, ils font ça un peu, ça a été fait un peu rapidement parce que pas beaucoup d'argent, parce que pour plein de raisons. Et ce qui fait que les retraductions, par exemple, sont très intéressantes. 1984, il y avait la retraduction de José Camoun. Je sais pas à quel point ça a été mal traduit au départ. Je sais pas du tout, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de traductions, de retraductions, et avec justement à chaque fois des débats sur telle ou telle chose. Et Stephen King, par exemple, je sais pas si c'est très bien traduit, mais c'est vrai que parfois, étant donné qu'il y a beaucoup ce truc adulte-enfant dans beaucoup de romans de Stephen King, c'est quelque chose qui est dur à saisir. Et ouais, dans mon souvenir, Cimetière, par exemple, c'était vraiment bien traduit. Parce que souvent, le problème, c'est que les enfants les auteurs américains n'hésitent pas à leur faire dire des horreurs, enfin, être vraiment marrant, en fait, à jouer vraiment, un peu comme ce qu'il y a finalement avec Romain Gary, là, truc de parfois il balance des trucs. Ok, c'est très violent. Mais c'est ça qui est marrant, parce que aussi, un enfant, il se rend pas compte, en fait, parfois, qu'il dit des choses qui sont un peu horribles. Et le problème, c'est que les traducteurs veulent, un peu édulcorer, etc. Et là, j'ai l'impression que chez Stephen King, en tout cas, moi, quand j'avais lu, je parle de Cimetière, parce que c'est que j'ai lu il y a le moins longtemps, mais ça avait été plutôt bien traduit, ouais. J'en ai lu pas mal, notamment celui qui m'a convaincu que c'était un super auteur, c'était Misery. J'ai lu Misery. C'est vraiment génial. Hyper intéressant. J'ai pas juste vu l'adaptation qui était vraiment super. Je crois qu'elle est bien, ouais. Mais le texte est vraiment bien, c'est très drôle et plein de trucs sur le travail d'écrivain en plus, donc c'est très chouette. Ouais. Et oui, tu vois, à propos de traduction, d'ailleurs, j'avais lu Riding the Bullet, qui est une de ces nouvelles, traduction horrible en fait. Et vraiment, peut-être qu'il y a un truc aussi nouvelle versus roman. Dès que plus tu descends dans des choses qui sont moins institutionnelles, moins légitimes dans le champ littéraire, etc. Plus en fait, j'ai l'impression en tout cas que sauf traduction militante, où vraiment les gars ils se disent voilà, nous on est une maison d'édition, on adore la science-fiction, on fait que ça et on va vous donner des traductions aux petits oignons, ou sur de l'horreur, etc., ou sur du genre en fait, on va dire. Plus tu vas arriver vers des choses un peu plus discutables. Et écoute, c'est très marrant qu'on parle de Stephen King, parce que moi mon dernier texte, c'est pas Stephen King, mais c'est un bouquin très Stephen King-esque. C'est le début de Lunar Park de Bret Easton Ellis que je vais lire. Ok. Voilà. Est-ce que tu as la moindre idée de ce truc-là? Moi, j'ai entendu parler du Lunar Park, je ne sais pas comment. Bret Easton Ellis, je le connais juste par American Psycho, où je n'ai même pas lu. J'ai dû lire quelques pages d'American Psycho, parce que j'ai une pote qui faisait un mémoire dessus. Mais j'ai juste vu American Psycho. Donc, ça pour dire que je ne connais rien. Ok. Je suis ignorant. Alors, c'est je pense les premiers textes que j'ai lus de Bret Easton Ellis, c'est ce début-là, et ça m'a plus ou moins convaincu de lire American Psycho et Moins que Zéro et d'autres bouquins. Peut-être je vais le lire directement, puis après tu verras. Quand j'ai pensé à faire ce premier épisode sur les commencements, j'ai tout de suite pensé à celui-là parce que c'est un des rares commencements qui m'a vraiment marqué, parce que tu vas voir, c'est très méta, parce que c'est vraiment un commencement sur les commencements. Donc voilà. Lecture. Tu fais vraiment très bonne impression. C'est la première phrase de Lunar Park. Et dans sa brièveté et sa simplicité, elle était censée être un retour à la forme, un écho de la première ligne du roman de mes débuts, Moins que Zéro. Les gens ont peur de s'engager sur les autoroutes à Los Angeles.
Depuis, les phrases d'ouverture de mes romans sont devenues exagérément compliquées et fleuries, lestées par une insistance abusive et inutile sur des détails, en dépit de l'art avec lesquels elles sont composées. Mon deuxième roman, Les lois de l'attraction, commençait avec celle-ci. Et c'est une histoire qui va peut-être t'ennuyer, mais tu n'es pas obligé d'écouter, elle m'a dit, parce qu'elle avait toujours su que ça se passerait comme ça, et c'était, pense-t-elle, sa première année, ou plutôt son premier week-end, en fait un vendredi de septembre à Camden, et cela se passait il y a 3 ou 4 ans, et elle avait tellement bu qu'elle avait fini au lit, perdu sa virginité, tard, à 18 ans, dans la chambre de Lorna Slavin, parce qu'elle était en première année, qu'elle partageait sa chambre, et que Lorna était, se souvient-elle, en 3e ou 4e année, et très souvent chez son petit ami en dehors du campus, déflorée non pas comme elle l'avait cru par un étudiant de 2e année spécialisé en céramique, mais soit par un étudiant en cinéma de la fac de New York venu dans le New Hampshire pour la soirée du prêt à baiser, soit par un type du coin. La suivante est tirée de mon 3e roman, American Psycho. Vous qui entrez, laissez toute espérance, peut-on lire barbouillé en lettres de sang au flanc de la Chemical Bank, presque au coin de la 11e rue et de la 1er avenue, en caractère assez grand pour être lisible du fond du taxi qui se faufile dans la circulation pour s'éloigner de Wall Street, et à l'instant où Timothy Price remarque les mots, un bus s'arrête et l'affiche des Misérables collée à son flanc lui bouche la vue, mais Price, qui travaille chez Pearson Pierce et a 26 ans, n'a pas l'air de s'en soucier, car il promet $5 au chauffeur s'il monte le son de la radio, qui passe Be My Baby sur WYNN, et le chauffeur, pas américain, s'exécute. Celle-ci, de mon 4e roman, Glamorama, détache partout sur le 3e panneau. Vous voyez? Non, celui-là, le 2e, à partir du sol. Et je voulais le faire remarquer à quelqu'un hier, mais il y a eu cette séance de photos. Et Yaki Nakamari, ou je ne sais comment s'appelle ce designer, sûrement pas un génie dans son genre, m'a pris pour quelqu'un d'autre. Et je n'ai donc pas pu me faire entendre, messieurs et mesdames. Pourtant, elles sont bien là, les taches. Embêtantes, ces taches, minuscules. Et elles ne donnent pas l'impression d'être accidentelles, mais d'avoir été faites à la machine, on dirait. Alors épargnez-moi toute la description, uniquement l'histoire réduite à sa plus simple expression, sans fioriture, le topo. Qui, quoi, où, quand, et n'oubliez pas pourquoi, même si j'ai le sentiment, à voir vos mines désolées, que je n'aurai pas de réponse au pourquoi. Alors merde, quoi, dites-moi ce qui s'est passé. Comme quiconque avait suivi la progression de ma carrière pouvait s'en apercevoir, et si par mégarde la fiction peut révéler la vie intérieure d'un écrivain, les choses devenaient incontrôlables pour finir par ressembler à un truc qui était, selon le New York Times, bizarrement compliqué, ampoulé et trivial, dopé. Et je n'étais pas forcément en désaccord avec eux. Je voulais retourner à cette simplicité passée. J'étais accablé par ma vie et ces premières phrases semblaient être le reflet de ce qui avait mal tourné. Il était temps de revenir au truc élémentaire, et même si j'espérais qu'une phrase maigre « tu fais vraiment très bonne impression » permettrait d'enclencher le processus, je me rendais bien compte qu'il faudrait plus qu'une série de mots pour déblayer le fatras et les dégâts qui s'étaient accumulés autour de moi. Mais ce serait un début. Lecture. Voilà, et ensuite toute la suite du chapitre, en fait, est visiblement une sorte de biographie intellectuelle, littéraire de lui-même, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un incipit sur ces incipits de ces textes passés qui sont réellement ces incipits. Et donc on a l'impression qu'il raconte sa vie de personne extrêmement droguée et très malsaine. Sauf qu'en fait, à partir d'un certain moment dans ce truc narratif là où il raconte sa vie, en fait, ça devient complètement faux. Il raconte une histoire qui est inventée, mais il le dit à aucun moment. Il raconte qu'il se remet avec une ancienne petite amie à lui qui s'appelle Jane Denise, je crois, avec qui il a eu un enfant et donc ça va être le point de départ du roman dans le chapitre suivant. Mais en fait, c'est inventé et donc il se met en scène dans cette fiction. Bref, toute la fiction va le mettre en scène dans un truc qui est très inspiré de Stephen King. D'ailleurs, il l'a dit, et c'est vrai que quand tu le lis, il y a un petit côté, c'est Bret Easton Ellis qui essaye de faire du Stephen King. C'est assez sympa pour ça, parce que j'aime bien Stephen King. Et donc voilà, ce début est très très marrant. Enfin, ça m'avait toujours frappé. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il dit tu fais vraiment très bonne impression? C'est le début. En fait, c'est performatif en un sens, parce que t'as envie de dire, il le dit lui-même. En fait, c'est le début du second chapitre, où en fait c'est ce personnage imaginaire de sa femme qui le dit, si je me souviens, parce que j'ai pas retrouvé le livre, donc j'en parle de mémoire, mais il me semble que c'est le personnage de sa femme qui dit tu fais vraiment très bonne impression, de façon ironique en fait, parce que il se trouve qu'il est habillé n'importe comment et elle se moque de lui. Bref, on comprend. Donc d'un côté c'est le début, de l'autre côté c'est pas vraiment le début. Enfin... c'est ça qui est un peu bizarre. C'est en même temps la première phrase qu'il écrit là, ce sera forcément le début. En plus, je crois que quand j'ai commencé à le lire, j'ai lu le premier chapitre et sans savoir que au bout d'un moment ça devenait fictionnel en fait. Pour moi c'était entièrement vrai et au bout d'un moment, quand j'ai avancé dans le roman et que je voyais qu'il y a clairement des éléments de fantastique très bizarres, en gros il est dans une maison hantée, il y a des personnages de ses œuvres précédentes qui apparaissent dans sa maison, bref, il y a le fantôme de son père et
tas de choses un peu étranges. Je me dis bon, ça doit être quand même pas tout à fait de l'autofiction en réalité. Et donc c'est à ce moment-là, je me suis un peu renseigné sur le bouquin et j'ai compris que la moitié des trucs qu'il racontait dans ce premier chapitre étaient faux. Voilà, je trouve ça c'est un roman. Autant je comprends qu'on ait d'énormes réserves sur American Psycho, surtout moins que Zéro est probablement plus lisible. Déjà c'est plus court et voilà, American Psycho, il y a des passages qui sont assez illisibles. Mais ce roman-là, il est très chouette, il se lit comme du Stephen King, c'est assez sympa. En plus, quand même, un peu plus fou et un peu plus déstructuré. Mais de mémoire, j'avais lu ce bouquin-là et je me dis, c'est quand même super bien. Ça m'a fait lire American Psycho et Manque Zéro après. Mais donc, j'ai jamais lu d'autres trucs de Bret Easton Ellis après. Mais voilà, et j'étais toujours marqué par ce début, je trouvais très malin de faire un début où tu racontes, où tu reprends tous tes incipits et t'en tires un truc. Enfin, je sais pas, voilà. C'est en effet un début qui est vraiment frappant, d'autant plus que il dit qu'il va simplifier toute l'affaire et que voilà, moi j'en ai assez des incipits, tout ça n'en finit plus. Et en fait, c'est extrêmement alambiqué. Oui, elles sont horribles. Voilà. Et en fait, elles sont dans un style très étrange. Au lieu de faire il se donne l'air de faire une incipit simple, alors qu'en fait, il fait un truc extrêmement alambiqué, une espèce de gigantesque patchwork où finalement, il fait revenir tous les défauts de ses anciens incipits en les mettant. Oui. Et en plus, oui. Il rajoute à ça un truc encore plus alambiqué parce que la première phrase est ironique, etc. Et au lieu de faire juste une phrase alambiquée, finalement, il t'impose 2 pages complètement alambiquées. Mais c'est alambiqué, mais à un autre niveau. En fait, c'est extrêmement alambiqué comme première page, effectivement, comme première phrase. En plus, c'est ça qui est très marrant, c'est une phrase qui est ironique. Ouais, donc voilà, je trouve le truc est très malin. Beaucoup plus malin que plein de trucs qu'il y a dans Bret Easton Ellis, qui est pas forcément un auteur très malin. Je trouve. Et donc Lunar Park, pour le coup, tu trouves que ce bouquin-là par rapport aux autres. Alors moi, j'ai juste lu American Psycho et Moins que Zéro. Il y a vraiment, on sent l'influence Stephen King, et pour moi, c'est une chouette influence. Je trouve c'est bien d'être influencé par ça, et je trouve ça en fait un roman que je peux conseiller même à quelqu'un qui a priori ne serait pas du tout intéressé par American Psycho, et je comprends totalement. Ouais, okay. Pas forcément. Notamment pour la raison parce que American Psycho, moi je te dis, j'ai vu juste le film. Et notamment parce que American Psycho, c'est la dimension, on va dire, complaisante en fait. Oui, il y a ce truc-là, mais en fait, c'est épuisant à lire si tu veux. Et puis bon, alors là, en l'occurrence, la première scène, le premier paragraphe, il y a rien de trash, mais en plus, il y a des trucs, t'imagines des scènes de meurtre un peu horribles, mais écrits dans ce style très bizarre. Voilà, c'est une expérience littéraire assez, je sais pas trop comment juger d'un point de vue littéraire, mais c'est très particulier, quoi. Il n'y a pas du tout ce côté extrêmement bizarre dans l'écriture même qui rend le texte vraiment difficile à lire concrètement. Ouais, mais le côté bizarre est davantage macro-structurel, on va dire macro, genre c'est dans la structure générale. Oui, c'est plus, je trouve que c'est plus des bizarreries plus intéressantes, du genre il y a beaucoup de personnages de ces anciens romans qui réapparaissent dans le texte. Du coup, d'ailleurs, j'ai pas saisi tout entièrement, c'est beaucoup de trucs comme ça, parce que c'est mieux de connaître American Psycho et ses autres œuvres en fait pour bien saisir tous les espèces de petits rappels qu'il y a à ces autres romans. Et notamment, donc il y a des personnages qui viennent le voir, et j'ai souvenir de ce truc-là où il y a un personnage qui est en fait un personnage, je crois le personnage d'un inspecteur dans une de ces dans American Psycho, et qui vient le voir parce qu'il y a une enquête et qui pose comme question à Bret Easton Ellis: est-ce que vous êtes un personnage de fiction? Ce genre de truc, quoi. Donc il y a plein de trucs un peu méta et je trouve ça assez rigolo, et voilà, c'est plus et c'est fait de façon fine et pas juste petit malin. En tout cas, moi, dans mon souvenir, j'ai pas pu le relire parce qu'encore une fois, j'étais persuadé de l'avoir dans la bibliothèque et je l'ai pas retrouvé. J'ai trouvé sur Google Book. Ah oui, d'accord. Voilà. Pas mal. Il se trouve que le début était accessible. Ok. Et super idée. Merci de me l'avoir présenté, apporté. Et voilà. Et puis voilà. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lecture, un podcast de Thibaut Giraud et Nicolas Requeda. Abonnez-vous pour ne rien manquer et suivez l'émission sur Instagram @podcastlecture. Merci pour votre écoute et à bientôt.